Émission 960. Cette semaine, X-Ray Robot. De Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Exactement. Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteuse d'une équipe dont les membres sont perdus dans le multivers. Et tabarnak. Et boy. J'ai sorti un petit joint, un petit cap d'acide, un mushroom, une petite branche. Ah, t'as trouvé ça psychédélique à ce point-là? Ah ouais, mais okay. J'ai apprécié ce côté-là de la bande dessinée. Ouais. La bande dessinée, on va parler en dernière partie de l'émission. Yes. Vous avez entendu sa voix, il revient tout juste du pays des lutins farfadets. Puis ils l'ont pas gardé. Antoine Pontbriand est avec nous. Salut Antoine. Salut, je suis allé en Écosse, pas en Irlande. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Je suis sûr que les Irlandais et les Écossais sont très heureux d'apprendre que je fais pas de distinction entre leurs deux pays. C'est des plans pour te faire péter à la gueule. Je sais. Puis en plus, j'ai pas d'excuses. J'ai du sang irlandais en moi. Là. Ah ouais, hein? Ouais, mes ancêtres sont irlandais et français. Mon arrière-grand-mère est venue durant l'industrialisation. OK. Oui, c'est une madame très rousse avec un caractère qui voulait pas qu'on la dérange quand on écoutait le hockey. C'est ce qu'on m'a dit. Je me souviens pas d'elle, je pense pas que je l'ai connue, mais, mais j'ai des racines. Fait qu'on s'est peut-être battu sur les mêmes champs de bataille jadis. Moi, j'ai pas de racines, là. Non! T'es tout roux, man. C'est sûr que t'es de racines. Je sais pas. J'ai fait mon arbre généalogique à un moment donné, puis c'était bien français. C'était bien français? Ouais. OK, peut-être. Mais j'ai pas fait l'affaire de cracher dans un petit mini-prouvette, là, puis envoyer ça par la malle, puis tout ça. Non, j'ai peur de... Moi aussi. J'ai peur qu'ils collectent mon ADN, parce que là, ça a l'air qu'ils utilisent ça pour... tu sais, ils peuvent fider ça à des enquêtes policières. Exact. Fait que, tu sais, si, mettons, t'étais sur les lieux où il y a eu un crime puis t'es innocent, mais là, avec ton ADN, il te culpabilise. Exactement, il y a ça, puis c'est pas encore reçu en cours, quoi, que tu peux le présenter. C'est l'espèce de génétique généalogique. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont été attrapés, qui avaient commis des crimes il y a très, très longtemps, dans les années 60, par exemple, mais on sait que t'es potentiellement l'oncle de ce groupe-là. Fait que là, il check. Fait que ça a une utilité, mais en même temps, il y a de quoi de... Je trouve un peu insidieux le fait que les compagnies publiques, pour les privées pour lesquelles tu donnes, tu payes pour un service, après ils utilisent leur base de données pour feeder, faire de l'argent de side aussi. Là, t'sais. Ben, je sais pas s'ils font de l'argent, mais tu sais, oui, clairement. Je suis sûr qu'ils ne donnent pas ça aux forces de l'ordre gratuitement. Là, je pense pas. Ouais. Ça doit être un service. Mais c'est ça, c'est une affaire de plus qui collecte de nous autres. Là, puis j'aime pas ça. Mais ma blonde l'a fait, elle a appris plein d'affaires intéressantes sur sa généalogie, puis ça, c'est cool. Puis fait qu'il y a une partie de moi qui est un peu curieux, mais pas assez. Là. Moi, je suis très sceptique à l'idée qu'on peut vraiment diviser les gens en, là, je vais dire des gros mots, espèces, en races. Oh boy, on part vite. Je pense pas que ça existe, en fait. Je pense que t'as peut-être des caractéristiques, mais je pense pas que tu peux vraiment identifier les gens à ce point-là. C'est ce côté-là, je les trouve très gimmicky. Ben, c'est pas une question de race, c'est qu'ils sont capables de tracer que l'origine de ton ADN provient d'un tel pays, parce que dans tel pays, il y avait beaucoup de gens avec une ADN génétique. Je trouve ça gimmicky. Je sais pas à quel point c'est bien fondé. Peut-être que je connais rien, finalement. Je suis pas scientifique, là, mais... Je peux te dire que tu connais rien là-dedans, parce que moi non plus, je connais rien là-dedans. Là. La génétique de la généalogie, il y a du monde qui s'y connaissent plus que nous. Oui, sûrement, ça je suis certain. Mais ces gens-là connaissent probablement moins d'affaires sur Marvel que toi, tu sais. Ou peut-être pas. Ah, peut-être pas. Peut-être que les nerds qui trippent sur la généalogie trippent aussi sur Marvel. Il y a, tu sais, là, les autistes fonctionnels, on est plusieurs. Hein? Puis on a des fascinations assez très précises. En parlant de fascinations précises, je vous plug tout de suite en début d'émission parce que les dernières fois, je l'ai oublié, que le 30 août prochain, on va être au Fun Hub pour notre écoute de All In de la AEW. Donc, un visionnement de groupe. Puis finalement, j'ai l'heure du début du visionnement. C'est à partir de 13h. Puis c'est pour ça qu'on fait... 13h? 13h, ouais, exact. Il y a un pré-show à partir de, je pense, c'est... midi et demi à peu près. C'est dans un autre fuseau horaire, dans le fond. Exactement, c'est la raison pourquoi on l'écoute, ce pay-per-view-là, c'est parce qu'habituellement, c'est tellement... Tu sais, ça finit tellement tard, les pay-per-views, en général. Surtout ceux de la AEW sont super longs, qu'on peut pas se permettre d'aller d'un bar puis partir à minuit, 1h du matin, là, surtout pas que le lendemain, on travaille. Fait que quand ils font ça à Londres, puis l'année passée, c'était pas à Londres, mais c'était, je pense, au Texas, puis au niveau du fuseau horaire, ça fonctionnait. Ben là, on se déplace au Fun Hub, on peut l'écouter en gang. Puis je vous rappelle que c'est gratuit, donc si vous êtes amateur de lutte, même si vous tripez pas sur la AEW, vous connaissez absolument rien au catch,
On vous invite à être des nôtres à partir. Ben, je commence à 13h, mais vous pouvez arriver avant. Là. Moi, c'est sûr que je vais aller organiser tout ça là, vers 11h30. Y a-tu la nourriture là-bas? Il y a de la bouffe, il y a des drinks. On est tout dessus. Au niveau de la mezzanine, quand vous rentrez, au niveau de la rue, il y a un deuxième étage, il y a une mezzanine, on est là. Puis juste en dessous, il y a un genre de bar à thématique Blade Runner-esque. Donc, au niveau de la... pourquoi je suis jamais allé là? Ça a l'air mal. C'est vraiment cool, pour vrai. C'est un espace gigantesque. Puis oui, il y a des arcades, vous pouvez amener la famille, tout ça, mais il y a une vibe aussi adulte qui est vraiment le fun. Fait que si vous voulez triper en tant qu'adulte, puis amener même vos collègues, je sais qu'ils reçoivent des fois des groupes de job là-bas, le monde font des 5 à 7, ce genre de choses-là. Vous pouvez y aller, vous pouvez réserver. Mais nous autres, ils nous offrent ça gracieusement. Puis je suis vraiment content. Merci à Sébastien, qui est un auditeur de longue date, que tu as déjà croisé aussi... le gars qui va à Space avec sa copine à chaque année, des grands auditeurs, des grands amateurs aussi de Space. Bon, ben quand je vais le croiser, je vais le reconnaître, j'imagine. Il sera pas là, malheureusement, cette fois-là. Ah, c'est lui qui l'organise? C'est lui, en fait, qui nous offre la salle, mais je pense qu'il y a une activité la journée même. L'année passée, il était là, il était resté une bonne partie de la soirée, mais cette fois-ci, il peut pas, mais il s'est quand même arrangé pour qu'on ait l'espace. Ben, merci Sébastien. Yes, j'ai bien hâte. Ça va être très cool. Puis notre ami Dan va être là, auditeur et ami des Mystérieux. Puis Dan met de l'atmosphère dans les soirées de lutte. Ouais, puis... Dan fait partie du trip. Là, Dan, sans Dan, la soirée est vraiment moins le fun. Exact, il y a un timing et une portée de voix incroyable. Puis non, ça rajoute beaucoup à l'ambiance. D'ailleurs, hier, on était, je sais pas si tu voulais en parler. Oui, mais si tu veux sauter là-dessus tout de suite. Hier, on était au Fouf, on est allé voir Battle War. C'était quoi le nom? Raw and Nasty. Raw and Nasty, Twisted and something. Hey, c'était Twisted, là. Surtout la fin. Le dernier combat, tu sais, Mathieu Niquette, c'est l'annonceur, il en met toujours beaucoup, puis tout ça, puis là, il était comme là, ça va être d'une violence et d'une brutalité inouïe, extrême, tout ça. On n'est pas responsable de... Là, moi, j'étais comme, OK, ouais, là. Mais non, mais c'était extrême. J'ai rarement vu autant de violence dans ma face. Tu sais, même si c'est des cascades, puis c'est comme... prévu, consensuel, ouais. J'avais à gueule à terre. Là. C'était... moi, j'ai souvent... Pour vous donner une idée, là, dans la lutte, des fois, je pense que ça s'appelle des deathmatch. Puis un petit peu tout est permis. Il y en a des beaucoup plus extrêmes que ça. Celui-ci est en fait relativement soft. Là. Je dis soft, là, venez pas me péter la gueule. Là. C'est pour vrai... Ce que je veux dire, c'est par rapport à ce que j'ai vu à la télévision. Tu peux avoir des trucs excessivement sanglants, mais tous les ingrédients hier en fin de soirée, c'était Sexy Eddie. C'était qui l'autre? J'ai oublié son nom, Colin. C'était Sexy Eddie contre... mon oncle, c'est ça? Ou je me trompe? Non, c'était pas mon oncle. Je regardais tantôt là, parce que lui aussi, c'était un très bon match, puis il a finalement remporté la partie. Là, mais c'était un niveau de violence que Battle War fait pas habituellement. Il y avait du sang impliqué, il y avait des tacs. Il y avait il y avait une rampe à un moment donné comme pour diviser les rues. Là. Une genre de rambarde en métal. Exact. C'est ça, il y avait des portes, il y avait portes. Il y a eu une poubelle. Une poubelle de métal à un moment donné. C'est ça, comme tu dis, des tacs. Mais l'affaire avec les tacs, c'est pas la première fois que je vois des tacs à la lutte. Je pense que c'est très impressionnant visuellement parce que ça fait saigner. Exact. Peut-être que ça fait... Moi, je pense... Si j'avais à choisir, je pense que je préférerais me faire attaquer que de manger une porte d'en face. Moi aussi. Mais franchement... Puis ça a l'air que c'est pas tant que ça fait mal quand ça rentre, c'est surtout quand ça sort. Puis c'est tout petit, là. Puis là, je pas une invitation, personne. mais ouais, il paraît que c'est plus impressionnant que ça l'est. Malgré qu'il faut quand même avoir du guts. Là, tu luttes là-dedans, tu sais pas où l'attaque va arriver. Est-ce qu'elle va t'arriver près de l'œil? Puis tu sais, je veux dire, Sexy Eddie, qui est un lutteur que j'aime beaucoup, avec 5 livres de viande dans les culottes. C'est quand même battu en genre de G-string pour homme hier, là-dedans. Il s'est fait, quand on dit taquer, il s'est fait agrafer aussi les cartons d'annonceurs de Mathieu Niquette d'en face. Ouais, mais puis c'était comme... ça faisait un peu comme le coyote, parce que c'est lui qui sortait les armes, puis après, l'autre les utilisait contre lui. Fait que c'était quelque chose, puis bon, les deux lutteurs ont saigné quand même, puis habituellement, à Battle War, ils font pas ça. C'est pas ce genre de truc-là, c'est pas des genres de C'était Thomas Dubois. Thomas Dubois, bien Thomas Dubois avec Twiggy, son manager. Son manager qui, je pense, c'est la tête derrière Battle War. Oui, c'est ça. Qui joue le rôle du méchant anglophone propriétaire ou agent dans ce cas-ci. Puis il y avait, Sexy Eddie, il avait son propre hype man, Giant Tiger. Giant Tiger, que j'aime beaucoup, ce gars-là. Mais à la fin, ça a fini que les deux hype men ou les deux managers, ils se battaient. Ils se battaient un contre l'autre. Ils ont pété une table, eux autres aussi. Non, c'était le chaos à la fin. C'était le chaos total au point où est-ce que j'avais jamais vu ça. Ils ont mis plusieurs personnes autour du ring pour s'assurer qu'on n'approche pas, parce que comme il y avait des tacs, comme il y avait des choses qui allaient voler, ça allait être dangereux pour le public. Puis c'est ça qui fait partie un peu du thrill de Battle War. On flirte avec le danger, on est à proximité.
toi, il t'est arrivé quelque chose à ta tablette, Oui, d'ailleurs. c'est ça. J'avais une tablette dans mon sac, puis elle a été annihilée, là. Elle a explosé, là. Mais tu sais, c'est un peu de ma faute, là. Venez pas avec un sac puis des affaires précieuses. Non. Parce qu'à un moment donné, l'action est venue vers nous. Je me suis tassé, j'ai laissé mon sac là, mais je me disais, c'est assez padé, c'est pas bien grave. Non. Non, mais à un moment donné, il est arrivé un moment où on s'est tassé parce que les lutteurs fonçaient vers nous, puis quand on est revenu, on n'avait plus de chaises. Ouais. Puis on s'est rendu compte que les chaises étaient toutes sur la scène. Oui, c'est vrai, il y avait pitché les chaises chaises sur la scène, fait qu'on est resté de... Moi, en fait, c'est drôle parce que Mathieu Niquette, qui est l'annonceur, un de nos amis, qui faisait des sidérés, a filmé une partie de ce dernier match-là qui est assez impressionnant. Ouais, j'ai vu qu'il filmait, ouais. Puis on me voit avec mon gros t-shirt de Mystery Wrestling, que les deux on portait parce qu'on est allé à Mystery Wrestling. Puis on me voit sur la colonne qui était proche au coin, en train de taper dessus, puis tu sais, comme de me cacher comme un enfant là, de la situation qui se déroulait, se développait devant nous. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment un beau match. Puis, tu sais, on parle de celui-là parce qu'il était vraiment choquant. Mais tout était bon. Toute la soirée était merveilleuse. Puis il faudrait pas que ça soit tous des matchs de même non plus. Exactement. Ça prend un petit peu de fantaisie puis un petit peu de wackiness. De wackiness, exactement. Puis là, pour ça, il y avait les Wonder Boys là, qui étaient là puis qui hump les gens. Leur ennemi. Oui, c'est ça. C'était vraiment nice. C'était un super de beau match aussi. Ouais, un 4 contre 4. Contre les brasseurs, avec Benjamin Toll. Ouais. Je commence à connaître ça. Oui, tu commences à les connaître plus que moi, Colin. Moi, j'ai pas la mémoire des noms, fait que c'est comme tout le temps difficile de me retrouver, mais je reconnais les visages et le talent. Puis tu sais, veux pas ces visages-là se répètent dans plein de fédérations indépendantes. Il y avait un autre match où je pense que c'est la veille, c'était samedi, à une espèce de place pas loin de l'ancien brouhaha, là, sur Iberville. Puis j'ai vu que le réalisateur des Invincibles, Jean-François Rivard, était là. Nice. Puis là, il avait l'air d'être derrière la console des photos que j'ai. Puis là, j'étais comme, es-tu en train de développer de quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qui... Ben, peut-être que c'est un gig, puis il était c'est un geek de lutte. C'est un geek de lutte, ce gars-là. Il trippe sur les comics. Non, mais peut-être que c'était un gig pour lui. Peut-être que lui, il était metteur en scène pour la soirée ou quelque chose. C'est ça, je sais pas. Puis Jessie, nos amis qui étaient là, elle a écrit, elle disait, hey, quand est-ce que tu viens à Battle War? Parce que je pense que s'il n'est pas allé, il tripperait sur la soirée. Puis il a juste fait le petit emoji de une main vers la bouche. Fait que peut-être qu'il est en train de préparer de quoi, je sais pas. C'est cool. Sa propre fédération, ça pourrait être nice. Ça. Mais c'est du haut calibre à Battle War. Tu sais, on l'a dit à peu près 8 fois dans la soirée, genre, on n'en revient pas que ça coûte 20$. Ça a juste pas rapport. Ça coûte 20$, puis on a genre 3 heures de gros divertissement avec des cascades hautes en énergie, impressionnantes, puis tu vis des émotions. Tu vis des émotions, tu sais, je connais le cynisme là, parce que j'ai été dans ces personnes-là où tu dis, ben oui, ben on sait que c'est fake. Non, tu t'y perds à un moment donné, t'oublies que c'est pas important que ça soit fake ou pas. C'est des chorégraphies. On peut voir ça comme des chorégraphies. On peut voir ça comme... Des prestations physiques aussi. Oui, c'est ça. C'est comme à mi-chemin entre le théâtre, le cirque puis le sport. Tu sais. Puis c'est vraiment impressionnant. Tu sais, la dernière fois que je suis venu à Battle War, je suis venu avec ma copine. C'était sa première fois. Elle a capoté. Je suis venu avec un collègue de travail, mon ami Lorenzo. Il était là, il a capoté. Puis j'essaye d'initier plus de monde à ce monde-là parce que non seulement c'est vraiment cool, mais c'est accessible, c'est pas cher, puis on a une très bonne offre à Montréal entre Battle War puis sans restriction, puis c'est ça, il y a d'autres événements qu'on n'a pas vu encore, mais tu sais juste Mystery Wrestling l'autre fois, c'était fou. C'était malade. En tout cas, fait que non, ça va bien dans le monde de la lutte. Ça va très bien, fait que boudez pas votre plaisir. Peut-être commencer avec justement la soirée du 30 août. C'est un dimanche, c'est tranquille, vous allez être entouré dans un environnement sécuritaire. Vous n'allez pas manger de coups de poing. Ah, ça, je le garantis pas. Peut-être qu'à un moment donné, je vais sortir une chaise puis frapper Johan derrière la tête. Ça, c'est une possibilité. Mais est-ce que vous connaissiez la lutte ou pas, que vous soyez néophyte ou pas, venez, soyez pas gênés, puis on va vous inclure dans le trip. Puis je pense que c'est tellement universel, cette forme d'art-là de divertissement que vous allez vous retrouver quand même. Là, je sais que l'année passée, nos amis Phil et Jessie, qui étaient là d'ailleurs hier à Battle War, écoutaient pas la AEW, puis se sont trouvés bien rapidement. Là, c'était plus des gens de la I, puis là, ils se sont trouvés vraiment rapidos. Fait que c'est ça, Battle War hier, malade, venez le mois prochain. Vraiment. Puis sinon, on se voit aussi à la fin du mois ici... pas ici, là, parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais là, ici, avec Christy, mes voisins, ils vont aimer ça, mes nouveaux propriétaires. Donc, le 30 août prochain, au Fun Hub, c'est au 733 rue 4 Quarts. C-A-T-H-C-A-R-T. Comme le gâteau. Exactement. 4 Quarts numéro 2. Il y a un 2 à côté de ça. Comme appartement 2. Probablement. Fait que c'est ça. À partir de 13h, le début de la soirée. On va commencer avec toi, Antoine, en attendant Laurent qui va se joindre à nous. Ouais. On m'a dit d'ailleurs que quand il sonnait à la porte,
puis on l'entendait dans le micro. C'était très apprécié. Ça faisait comme OK. comme, fait que ça remplace son jingle, mettons. Je le rajoute après, mais ouais. on entend sa venue. Avant, lui, il y avait la clé, puis il rentrait directement chez moi. Fait que là, c'est un petit plus. Qu'est-ce que tu as dans tes nouvelles? Il n'y avait pas grand-chose, hein? Il n'y avait pas full d'affaires cette semaine, mais je reviens de l'Écosse. Oui. Puis j'ai passé la dernière semaine de mon voyage à Édimbourg, puis c'était le festival Fringe. Est-ce que tu connais ça? Je connais le Fringe qui est ici à Montréal. Oui, ben c'est ça. Fringe a été franchisé un peu partout dans le monde. Comme les kinos, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'on a notre Fringe à Montréal qui est au mois de juin. Mais le OG Fringe, le premier, qui était à sa 79e édition, ça vient de Édimbourg. Puis c'est un festival de théâtre et d'art qui prône un petit peu l'originalité, tout ce qui est expérimental et émergent. Puis ça, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de l'humour, il y a toutes sortes de spectacles. Puis là, ça dure 3 semaines, puis la ville est prise d'assaut. 3 semaines, c'est long pour un festival. C'est long. Là. C'est comme la longueur de Fantasia, là, mais tu sais... Qui est déjà long pour un festival. Qui est très long, mais qui est localisé à un coin de rue. Tandis que là, c'est comme la ville au complet. Okay. Puis là, il y a du monde. Il y a du monde partout. Puis chaque pièce de la ville devient une salle de spectacle. T'es-tu allé pour ça ou on voulait aller en Écosse, puis les deux, on est profs, fait qu'on était en congé pendant l'été, puis on s'est timé pour y aller pendant le Fringe parce qu'on voulait vraiment vivre ça. Là. Les deux, on est fans de théâtre. Okay. Fait que c'était vraiment nice, mais même si t'es pas fan de théâtre, il y en a pour tous les goûts. Puis c'est ça. Tu as vu combien de pièces à peu près? 12. 12, wow, OK. Ouais. Parce qu'il y en a, là. Comme je te dis, c'est ça. Fait que là, je vais expliquer un petit peu comment ça se déroule. Parce que, dans le fond, comme quand je dis que toutes les pièces deviennent une salle de spectacle, il y a des milliers et des milliers de spectacles. Puis, la façon dont ça marche, généralement, quand tu as un spectacle, tu le fais pendant 3 semaines, à tous les jours, à la même heure. OK. Puis c'est un gros grind, là, parce que la plupart des salles, il y a comme, 10 personnes. Puis, il y en a d'autres. C'est des micros... Il y a des salles de spectacle, il y a des théâtres. Ça, c'est pour les grosses affaires. Mais il y a aussi des bars, des magasins, des restaurants. Il y a une place de Chichtaouk à côté de notre hôtel. Puis dans le sous-sol, il y avait des spectacles. J'ai vu des affaires dans des lobbies d'hôtels. J'ai vu des affaires sur des coins de rue. On a fait une expérience en e-bike où est-ce qu'on se promenait en vélo pendant l'expérience. On a vu une autre affaire que c'était un truc de musique ambiante expérimentale dans un container. Il y a vraiment... Là, tu te promènes dans la ville, il y a des centaines de personnes qui t'approchent avec des flyers qui essayent que tu ailles voir leur spectacle. Puis il y a plein d'affaires gratuites. Il y en a beaucoup de ceux qu'on a vus qui étaient gratuites, puis il y en a d'autres qui sont payantes. Ça ressemble à quoi, mettons, juste vraiment. Le prix pour un billet de ce que tu... la plupart des trucs étaient 10 pounds. Fait ce qui est à peu près 20$ canadiens. Ouais. Il y en a des plus chers, puis il y en a qui sont gratuits, mais avec un petit don, là, ou pay what you can, des trucs comme ça. On a vu des affaires où est-ce qu'on était 3, on a vu des affaires où est-ce qu'on était 500. Ça dépend vraiment de tu sais, parce que ça joue à tous les jours. C'est-tu un événement qui, tu sais, de la façon que tu le décris comme un peu décomplexé, là, parce que pour moi, le théâtre, c'est tout le temps derrière une espèce de coupole de verre, c'est pas accessible, c'est un peu hermétique. C'est ma vision de quelqu'un qui en consomme pas. Là, ouais, parce que c'est pas tant ça, le théâtre. Je dis pas que c'est ça, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que pour il va avoir accès, il y a comme un espèce de parcours à faire là, qui est pas aussi facile. Comme qu'il y a un décorum ou qu'il y a une... Je sais pas, il y a comme une manière d'y avoir accès qui est pas évidente. Là. Ben, tu sais, si tu penses au théâtre classique, que genre, tu sais, si tu vas voir une pièce qui a été écrite il y a vraiment longtemps dans une mise en scène classique, genre au TNM puis des trucs comme ça, ben ça se peut que t'as de la misère à embarquer parce que t'as pas les référents, parce que c'est vieux, parce que c'est une manière de présenter le théâtre qui est différente. Une manière les personnages ont une manière de s'exprimer qui est pas naturelle puis qui est pas non plus cinématographique. Fait que tu sais, tout est dans le sous-texte, puis il y a comme... Mais du théâtre moderne, du théâtre underground contemporain, c'est comme regarder un film, mettons. Fait que c'était comme ça au Fringe. Oui, c'est ça, c'était comme ça. Avec quand même une certaine mesure d'improvisation.
puis aussi une grosse mesure de participation du public. Puis ça, c'est quelque chose que j'haïs profondément. Ah ouais, j'aurais cru le contraire. Non, mais tu sais, quand tu vas voir un spectacle, t'es assis, puis là, ils viennent te chercher. Ouais, j'étais allé une fois au Dragon Rouge, j'étais comme, crissez-moi patience, juste manger mon burger trop cher, là. Mais là, quand tu magasines tes pièces, il y a genre, tu sais, une section pour les avertissements, genre épilepsie, violence, drogue, puis il y a audience participation. Oh, nice. Fait que c'est fucking nice, mais en même temps... Peux-tu porter ça dans la vie de tous les jours? No audience participation. Mais le problème, c'est qu'ils ont tout ce warning-là, parce qu'il y a tout à certains niveaux, mais c'est pas égal. Tu sais, des fois, dans une pièce, ils vont te demander de crier un mot tout en même temps, puis des fois, ils viennent te chercher, puis il faut que tu danses à la scène. Ah, ça non. Ben, j'ai fait ça avant. Ah non. J'étais allé voir une pièce, ça m'a fait passer parce que tu m'as parlé récemment que tu as regardé le film The Mothman Prophecy. Oui. Et là, j'ai écouté ça. Je sais pas, mais j'ai le goût de le réécouter grâce à toi. qu'on le réécoute. Mais j'étais allé voir une pièce qui s'appelle The Mothman Cometh. OK. Puis ça jouait genre à 11h le soir. Puis c'est dans un... la ville d'Édimbourg est construite, c'est une vieille ville qui a jamais passé au feu, fait que tout est encore comme en château, mettons. Nice. Puis il y a comme une ville souterraine en dessous de la ville, qui est comme en dessous des ponts, puis c'est là que les pauvres étaient dans le temps. Okay. Fait que on a vu ça dans une genre de catacombe. C'est déjà en partant, moi je serais pas capable de me rendre là parce que je suis claustrophobe. Fait que l'idée d'aller dans des catacombes... Là, mais c'est à ciel ouvert. C'est comme, imagine qu'il y a comme un pont, puis dans les structures du pont, ils ont construit des appartements. Ah, ok, des condos locatifs. Genre, sauf que tu sais, ça a l'air d'une caverne. Ouais. Fait que là, tu rentres dans la caverne, puis là, il y a de la boucane, puis tout est en briques, puis il n'y a pas de fenêtre. Puis il est 11h le soir, puis là, le spectacle commence, puis c'est juste comme, tu vois juste une ombre arriver, puis c'est comme un gars qui porte une cape, puis là, il y a genre des lumières rouges, tu sais, des gros yeux rouges comme en lumière, comme le Mothman. Puis là, tu sais, tout ce que tu vois, c'est juste les yeux qui bougent, puis comme ouh, tout ça. Fait que là, tu sais, le vibe est vraiment installé, puis c'est cool. Puis là, dès la deuxième minute, c'est comme, bon, là, venez sur la scène, faites des affaires. Puis je suis comme, non. Mais tu sais... Ta blonde, as-tu pris des photos de ça? Par respect, on prenait pas full de photos pendant les spectacles. Non, mais je me disais, toi qui danses, peut-être. Ah, ben, elle était sur la scène avec moi. Ah, OK, bon. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait des affaires de même comme très participatives. Il y avait beaucoup de pièces qui appellent du storytelling. C'est un peu raconter des histoires de manière divertissante et imagée puis tout ça. Il y avait beaucoup de storytelling. Il y avait du stand-up. Il y avait de la musique, comme je t'ai dit. Genre, j'ai vu un truc de... C'était comme 1 heure dans un container avec de la musique ambiante, puis cool, des petits bols d'eau avec des vibrations dedans, puis des lumières néon. C'était vraiment trippant. Puis on a vu le highlight, dans le fond, de toutes nos pièces, c'était le stage play de Trainspotting. Oh, wow! Trainspotting se passe à Édimbourg. C'est un roman qui a été écrit dans cette ville-là. Puis avant d'être un film, le film qui a été adapté par Danny Boyle en 96, entre le roman et le film, il y a eu une pièce de théâtre. Puis là, on est allé voir ça. C'est le 30e anniversaire de Trainspotting. C'est fou. Ça, c'était fou. Là. C'était dans un théâtre qui faisait penser peut-être un peu au théâtre Saint-Denis, genre un théâtre assez grand avec des centaines de places. Mais là, tu rentres ils te font rentrer par la porte du côté. Puis là, tu rentres, puis il y a de la grosse musique techno, puis c'est un club. Puis il y a du monde qui danse qui dans marche sur le plafond. Il y a pas il y a la scène de détox, mais il y a pas de bébé qui... C'était plus proche du roman que du film, qui était peut-être plus expérimental, je sais pas. C'est comme une série de vignettes, d'anecdotes de l'auteur qui a vécu des affaires avec ses amis junkies ou les connaissances, puis il a écrit un livre avec ça. Fait que le film, la pièce, c'est juste des scènes qui ont comme quand même un lien les unes entre les autres, mais c'est comme des anecdotes, une après l'autre. Mais ça commence, puis tu rentres dans un club, puis là, les acteurs sont là, puis ils dansent, puis tout ça. Tu vas t'asseoir sur des estrades, mais il y a comme la grosse musique qui pompe, puis tout ça. Puis à un moment donné, la pièce commence, puis c'est full participatif, mais comme, genre, T'as vu le film Trainspotting? Oui, il y a très longtemps. Il y a une scène où est-ce que il y a un personnage qui se chie dessus pendant qu'il dort. Oui, je m'en souviens. Ben là, la pièce commence avec ça. Puis là, l'acteur, il se rend compte qu'il s'est chié dessus. Là, il lève la couverte. Puis là, il est flambant nu. Puis il court dans l'audience
couvert de fausses marde. Puis là, il s'essuie sur tout ce qu'il peut trouver autour de lui. Puis tu sais, il se penche, tu sais, il va se pencher genre juste pour que t'aies son anus d'en face. Oui, je vois puis, genre. Fait que c'était très in your face. C'est les Européens. Mais c'était malade, c'était incroyable, c'était drôle, c'était punché, puis c'était poignant quand ça devait l'être aussi, puis c'était très touchant. Puis la fin, j'ai comme eu un petit moton, là, tu sais, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Fait que je vais pas en parler pendant 1 heure, mais bon, si vous avez la chance d'aller en Écosse, essayez de vous timer pour faire ça pendant le Fringe. Puis sinon, ben venez au Fringe à Montréal aussi, c'est vraiment cool. Il y a une super belle offre. C'est toujours du théâtre émergent abordable, accessible. Puis faut encourager ça parce que c'est original, c'est le fun. Peut-être tomber sur quelque chose d'extraordinaire. Ouais. On va repartir du truc, en fait, des trucs un peu plus indépendants, Eyebrows, à quelque chose de plus grand public, parce que là, c'est vraiment comme si quelqu'un avait tout pris les affaires que j'aime puis mis ça dans un blender. Je veux dire, prends Benoît une grande gorgée, puis t'es supposé aimer ça, parce que, puis pour vrai, je pensais jamais que ça allait vraiment arriver, là, tu sais, Patton Oswalt l'avait prédit à un moment donné dans son speech, vous pouvez trouver son speech, là, il avait participé à, mon Dieu, c'était quoi déjà? Park and Recs. Il était parti d'une espèce de grande tirade à propos de la fusion de Marvel, puis de comics, puis de Star Wars, puis ça a eu tellement un impact sur la culture pop que quand Jon Favreau a produit The Mandalorian des années plus tard, il s'est arrangé pour que la première séquence, ou une des premières séquences de la série, soit comment Patton Oswalt l'a décrit dans son speech. Donc, pour que la fiction imite la fiction, I guess, dans ce cas-ci. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Parce que là, c'est Entertainment Weekly qui rapporte en exclusivité que Kevin Smith, mon grand chum, allait écrire un crossover. Kevin Smith n'en est pas à sa première adaptation ou écriture de comic book, mais une mini-série de 5 numéros qui va s'appeler Hope Assemble. Et c'est une rencontre, ni plus ni moins, entre Star Wars The New Hope et le Marvel Comic Book Universe, le MCU. OK. Ouais, voilà. Puis c'est vraiment une mini-série qui va adapter A New Hope pour le 50e anniversaire du film qui c'est incessamment, là, ça va avoir 50 ans. C'est donc signé au niveau du scénario par Kevin Smith. Au niveau du dessin, c'est un certain David Marquez. Il y a je pense des couvertures qui sont sorties déjà pour, tu sais, comme les 5 couvertures qui font une espèce de poster affiche horizontale, puis c'est quand même, ça look. C'est juste vraiment bizarre de voir Obi-Wan Kenobi à côté de Deadpool puis Daredevil. Là. Ouais. Puis écoutez, autant que je suis fan de Kevin Smith puis de Star Wars puis de Marvel Comics, je vois aussi l'ironie dans tout ça. Là. Je comprends que ça peut écœurer certaines personnes, mais je suis content que c'est Kevin Smith qui l'écrit parce que c'est comme un grand enfant qui a trippé sur... C'est le dude qui est devenu... le fan qui est devenu... faire partie de l'industrie. Mais j'ai jamais lu une BD écrite par Kevin Smith. Est-ce que c'est bon? Ça dépend desquels. Okay. C'est très... Son Daredevil était bien, mais c'est excessivement verbeux. Okay. Excessivement verbeux. Ben oui, comme ces films le sont. Oui, mais ça ralentit tellement le récit, mais son idée était quand même bonne. Puis c'était une période, je pense, il y avait quand même carte blanche. J'ai travaillé avec Joe Quesada, son dessin fonctionne super bien, il fait un excellent Daredevil. Puis ça dépend aussi qu'est-ce que tu lis de lui. On avait lu avec Yohan, je pense que c'est Jay Silent Bob Meet Archie. Okay. Puis c'était bien, c'était léger. Récemment, mais ça, je peux imaginer que c'est verbeux, mais ça s'y porte. Là. C'est moins verbeux. C'est moins verbeux. Il a appris aussi à écrire pour les comics. T'écris pas un film comme t'écris pour des comic books. Non, c'est ça. On a lu Jace of Future Past récemment aussi, qui est un crossover entre les Jay Silent Bob et Marvel Comics. C'était quand même bien. Mais tu sais, c'est des one-shots. Ouais. Il va avoir un petit peu plus de temps, en fait, pour étayer son histoire sur 5 numéros. Mais c'est exactement ce que ça sonne, là. C'est une rencontre entre les personnages de Marvel et les personnages de A New Hope. Donc, ben oui, Han Solo, Leia, Chewie, Obi-Wan Kenobi, même Darth Vader, aux côtés de Spider-Man, Captain America, Ultron, Thanos et Laurent Boutin. Alors, je vais y aller. Tu veux... Regarde, il n'y a rien d'autre à dire. Ça sort en janvier prochain, donc vous aurez le temps de lire ça. Fait que si tu veux amuser les troupes, ça sera pas long. OK, il faut que je divertisse le public en attendant que Benoît... je vais faire la narration. Benoît sort dans son corridor. Il regarde par la porte. Il se demande qui est à la porte. La porte ouvre. On entend une voix au loin du corridor. Je vois une silhouette approcher avec un casque de vélo à la main. Et c'est Laurent Boutin! Avec, il porte un t-shirt de Jésus les filles, qui est un excellent band québécois alternatif.
Fait que voilà, j'ai meublé le temps. C'est beau. Fait que oui, premier numéro qui sort en janvier pour se conclure en mai prochain. Puis le temps que Laurent s'installe, je vais avoir le temps de vous dire aussi que autour du mois de mars, Marvel Comics va rééditer dans un premier volume les comic books de Star Wars, dont ils étaient l'éditeur dans les années 80, si je me souviens bien. Wow. Donc un premier omnibus, c'est massif, là, on parle de 880 pages au total. Ça va coûter combien? 125 US. Ben, moi, je m'attendais à plus, là, avec les Hellraiser, là, que moi, oui, c'est vrai. J'étais comme ça, pas de style bon sens, 600$. Mais je pense que le tirage pour un comic de la sorte fait que c'est un petit peu plus populaire, c'est que ça permet de couper parce que t'en fais plus. Mais puis, attends, aussi, c'est sûrement volume 1. T'as pas le droit de parler tant que je fais ça. Là, tu peux le dire. Qu'est-ce que t'as dit? C'est sûrement 125 pour un volume 1. Oui, c'est comme le prix d'un omnibus. Mais écoute, ça s'appelle Star Wars The Original Marvel Years Omnibus Volume 1. Fait que oui, il va en avoir d'autres. Fait que t'auras le temps Ça se peut que ça te coûte 600$ au bout. Ça va pas me coûter une scène, ça, c'est sûr. Je vous garantis. Tu vas pas acheter ça, toi? Non, mais je sais pas si ça a été déjà nommé à l'émission, mais tu sais, ça va être le 50e anniversaire de Star Wars. Puis là, je viens de le dire il y a à peu près une minute. C'est pas ça, je m'en allais vers quelque chose d'autre. Okay. Mais là, ils ont promis là, qu'enfin, ils allaient sortir les versions originales de Star Wars au cinéma. Là. Ça, vous saviez pas? Non, ça, j'ai pas vu ça les versions originales unaltered de la trilogie originale vont être ressorties finalement, remasterisées en 4K, vont repasser au cinéma. Peut-être qu'on va même avoir, je sais pas, du IMAX 70 mm, je sais pas. 4K peut-être après. Oui, ça serait vraiment cool. Ouais. Après tout ce temps-là que George Lucas nous disait non, c'est impossible, j'ai détruit les négatifs. Tout ça. Non, il a pas détruit les négatifs. Enfin. Il a certainement pas détruit ça. Ben oui. Salut Laurent. Salut. J'ai été dit de couper ses favoris. Oui, j'aurais moins chaud peut-être. T'as fait la même joke qu'hier. Oui, je sais. Moi, je répète tout le temps les mêmes affaires depuis. Puis c'est souvent des affaires des Simpsons. Oui, exactement. Je l'ai déjà. Don't we all? Donc, c'est ça. Oui. Mes influences, c'est les Simpsons puis François Pérusse. J'ai eu une date avec une femme qui s'appelait Mona en fin de semaine, puis je me suis retenu beaucoup de faire des jokes de François Pérusse. Impossible. Oui, non. Surtout qu'elle venait de Vancouver, fait que c'était un petit peu difficile de faire des références francophones. Tu peux pas vraiment y expliquer. Non, j'aurais eu l'air d'un fou. Ça va? Ça va, toi? Ça va, il fait chaud. Il fait chaud. Je m'en rendais pas compte aujourd'hui. J'étais de retour à la clim. Ah, finalement, ils ont réparé la clim chez Planète. Plus ou moins. OK. On a une clim, mais c'est encore flou quand est-ce qu'elle s'arrête. OK. T'as pas le contrôle là-dessus. Ouais, il n'y a pas... c'est une malédiction ongoing de... soit on gèle, soit on crève. Pas vraiment d'entre-deux. Puis vous ouvrez la porte, genre? Il y a moyen... En tout cas, elle s'arrête pas comme une clim de vrai. Genre, elle tient pas tant de degrés. C'est genre, soit elle marche, soit elle marche pas. OK. Puis le voisin en face qui faisait jouer sa musique super fort, il s'est arrêté? Non. Il a continué. Il a continué, mais maintenant qu'on a un semblant de clim et donc on n'ouvre plus la porte, on l'entend moins. C'est le fun, ça. Le personnage principal de l'histoire. Oui. Ouais. Il a fait fermer son voisin d'en face. Quoi? Je sais pas si c'est vraiment ça, mais son voisin d'en face, il a fermé. Je sais qu'il était bien hérité aussi, mais... OK. Une institution montréalaise. C'était quoi? Le Festin de Babette, un restaurant à déjeuner. Ils peuvent aussi faire des plaintes à la police, hein? C'est pas illégal faire ça. Oui. Surtout quand c'est... mais des fois, le comportement n'est pas nécessairement illégal. Tu sais, faire jouer de la musique... T'as le droit à l'intérieur de certaines heures. Non, mais attendez, là, j'ai eu ma situation moi-même ici il n'y a pas si longtemps. Là. C'est pas... Ici? Oui, parce que le monsieur à côté a décidé que c'était très, très le fun de mettre la musique techno à genre dans le max, dans le tapis. On le connaît, ce voisin-là. C'est-tu vrai? C'est l'ancien voisin de la personne qu'on connaissait qui habitait là? Oui. Okay. C'était son propriétaire. Il y a un nom de DJ, je l'oublie tout le temps. Là, mais c'est lui le propriétaire? Oui. Ah, tabarnak. OK, bon. Oui, ça fait des années, donc, qu'il fait ses mix à pas d'heure. Mais tu sais, il me semble que ça se fait bien avec des écouteurs, un mix. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, regarde, comme je t'ai dit hier quand tu m'as dit ça, s'il était midi, 1h de l'après-midi, au moins c'était pas pendant la nuit. Non, ça va, mais j'ai pas de problème avec quelqu'un qui fait jouer sa musique, même qui a fait jouer relativement forte, mais quand c'est rendu que moi je suis mon beat à travers le mur, puis que je l'entends ici assis où est-ce que t'es en ce moment, là, ça pour moi c'est t'essaies de regarder un film, puis là t'as comme le background. Ben oui, parce que même je mettais des écouteurs, puis je l'entendais pas, là, fait que, tu sais, je veux dire, quand je suis arrivé ici, je me disais, finalement j'ai échappé au bruit.
Ben, j'ai échappé au but pendant un mois. Fait que la personne qui habitait là qu'on connaissait, c'était un enjeu récurrent, c'est ça que tu me dis? Oui, mais tu sais, pas journalier. Là. OK. Moi, ça, à date, j'étais surpris. Ça faisait un mois que j'étais ici. Mais quand même, une fois de temps en temps. Ouais. Je vois le genre. Bon. Ben, qu'est-ce que t'as dans tes nouvelles, mon cher Laurent? Hey, j'ai tellement peu de choses. C'est correct, c'est la même chose pour nous autres. J'étais en vacances, hein, puis Oui, moi c'est des... On n'est pas tout seul, de toute évidence. C'est des slow news weeks. Yes. Mais Ben, j'ai une genre de nouvelle pour toi. Celle dont je viens de parler? Je sais pas, c'était quoi? Star Wars et Marvel Comics? OK. Ben non, quand même. J'aurais fait... Oups. T'es pas abaissé à ce niveau-là. Non, je l'avais pas vu. OK. Écoute, il y a une nouvelle qui a capté mon attention. Sûrement que toi aussi, mais j'ai beaucoup de mopettes, moi, dans mes feeds. Ouais, j'ai des mopettes, j'ai d'autres choses aussi. Oh, y a-t-il quelque chose de nouveau qui s'en vient? Ben, écoute, j'ai vu une de ces pages mopettes auxquelles je suis abonné qui disait... Une des pages auxquelles tu Oui, j'en suis plusieurs. C'est Moped History? Non, bon, c'était Moped Stuff, cette fois-là. OK. Qui est moins bon. Moped History, je suis un très grand fan. Oui, il est très bon. Il est vraiment très bon, puis il est comme touchant, puis c'est bien curaté. Oui, il est très attachant. Je l'aime beaucoup. Mais là, c'était Moped Stuff qui disait « The tracklist for Seth MacFarlane's upcoming Muppet Jazz album has been revealed. » Ah, tabarnak, OK, il fait ça maintenant. Fait que Seth MacFarlane, qu'on connaît de Family Guy, Ouais. je ne savais pas, chante. Ben, Oui, il y a bonne beaucoup voix. de musique dans Family Guy et dans American Dad. C'est toujours très jazzy. Mais cabaret, j'ai checké, effectivement, il y a comme une dizaine d'albums qui sont actifs, qui sont très, très crooner, Sinatra. Ben oui, c'est sûr. De ce que j'ai vu, la vibe, là, c'est vraiment des affaires de swing puis des albums de Noël. Mais genre, depuis 2011, il a sorti une douzaine d'albums, peut-être, que je... complètement sous mon radar. Je savais pas qu'il faisait ça. Je savais pas qu'il faisait ça non plus. Mais là, ça a l'air qu'il sort un album de tunes de mopettes jazzy. Est-ce que c'est avec les mopettes ou c'est à propos des mopettes? C'est des covers de tunes de mopettes. C'est ça. J'ai pas eu vent qu'il y aurait aucun mopette dessus, mais j'ai checké le tracklist, puis c'est des tunes de mopettes. On pense évidemment au classique Rainbow Connection, Moving Right Along, des tunes du premier film, mais aussi j'ai vu, genre la première tune, c'est Together Again, qui vient du Muppet Most Wanted, donc le dernier film qui est sorti, la tune de la fin. Fait que tu sais, ça couvre, ça ratisse. Est-ce qu'il y en a celui de 2009 qui est Man or Muppet? Non, j'en ai vu aucune de ce. Pourtant, qui est une Muppet de Noël, il y en a-tu? Ou ça ne fitterait pas dans l'album? Non, d'après moi, ça va être un second album. Mais là, j'ai regardé les titres vite, j'ai pas rien vu qui me disait de quoi dans ce sens-là, mais peut-être que je connais mal les titres aussi. Mais que ceci existe, Seth MacFarlane chante. Ça sort le 18 septembre. C'est bientôt. On est bientôt au mois de septembre. Ben oui, c'est dans moins d'un mois. Dans un mois exact. Mais c'est ça, je suis quand même curieux. Je t'avoue, j'ai jamais. C'est pas un gars que je connais vraiment. Je vois c'est qui, là. Puis j'ai vu son film de cowboy, puis ça m'a pas donné envie de creuser plus. Mais coudonc, je suis quand même curieux. Si le gars sait chanter, moi, c'est toutes des tunes que j'aime déjà. Oui, il chante bien. La seule affaire que j'ai vue de ce film-là, c'est qu'il y a un caméo de Doc Brown à un moment donné, dedans. Ça se peut, dans son film de dans le film de western. Ben, c'est pas son seul film. Là. Il avait fait Ted aussi. Là. Puis, oui. il y a une série Ted qui s'en vient aussi. Une série? Ouais. Il y a eu un 2 que j'ai pas écouté, puis il y a une série qui s'en vient. Avec, c'est Mark Wahlberg. C'était Mark Wahlberg, puis je pense que dans le premier, il y avait Mila Kunis, mais je sais pas si c'est dans le 2. Il me semble que c'est pas si pire. Moi, j'avais aimé ça. Je pense que dans le 2, c'était genre Amanda Seyfried. OK. De Siegfried and Roy? ouais. Ces deux-là. Les gars des tigres. Les gars des tigres. C'est qui s'est fait attaquer, d'ailleurs? Roy. Roy. Celui qu'on aime pas. J'ai 50%. J'ai 50% des chances que ça soit lui. Ouais, c'est ça. Ben écoute, moi merci Laurent, je vais y aller dans les nouvelles hollywoodiennes parce que c'est sorti vendredi dernier au D23 qui est un événement pour les amateurs de Disney. En fait, c'est drôle parce que c'est un des événements, un des congrès durant l'année durant lesquels Disney présente ou tease des choses qui s'en viennent, des choses qui vont sortir, des grosses annonces dont on a eu droit d'ailleurs à une séquence d'animation là, très rough là, de la séquence d'animation du prochain film des Simpsons.
Ah ouais. Où Homer court après une balle de baseball. Ça avait l'air très divertissant. Puis j'étais comme, moi j'embarque. Non, j'étais vraiment conquis. Ouais, puis les Simpsons, c'est redevenu bon. Genre, la dernière saison est bonne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas T'es regardes encore? Non, j'ai arrêté. Puis à un moment donné, j'ai entendu dire que c'était bon. Fait que j'ai comme juste écouté la saison de 38, mettons. Puis là, j'ai fait comme, c'est bon. Fait que là, je recule. Puis là, jusqu'à ce que ça redevienne pas bon, puis là, je vais arrêter. Okay. Mais c'est pas de la grande télévision, mais ça se regarde. Là, écoute, moi, c'est en français, s'il n'y a pas Hubert Gagnon, il est décédé, fait que j'ai de la misère à l'écouter. C'est drôle parce qu'on en parlait justement en fin de semaine, encore une fois. Pourquoi, par exemple, les Looney Tunes, on essaie d'imiter les voix des personnages, mais les Simpsons en français, on n'essaie pas d'imiter les voix des gens qui les avaient faites auparavant. Ouais, je pense qu'ils n'essayent pas. Non, je pense pas qu'ils essayent. Je pense qu'ils font leur interprétation. Je dis pas que c'est mauvais ou pas bon, là. C'est juste que je pense pas qu'ils essaient d'imiter, par exemple, Hubert Gagnon dans le cas d'Homer Simpson. Ned Flanders, c'était pas... Quand il a changé, c'était pas Ned Flanders. C'est un autre Ned. Ça a changé, c'est plus Bernard Fortin. Il me semble que non. Écoute, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas regardé, mais il semble que j'ai vu un article dans Le Devoir de genre là, seulement 2 semaines qui parlait justement qu'on a failli perdre le doublage québécois, mais que finalement, ils se remettent à la tâche pour on avait parlé la 36 ou 38e saison, je sais plus. Mais il y avait quand même des acteurs là-dedans qui étaient comme, comme la personne, j'oublie les noms, mais la personne qui a repris Marge était comme, je pense constamment à Béatrice Picard puis à comme sa version des trucs. Peut-être qu'ils sont pas... On voit, je veux dire, ça nous habite tellement, c'est sûr qu'on voit des différences. Mais je pense quand même qu'ils en prennent compte. Fait que j'imagine que t'étais pas au courant. Je pense, je sais pas ce que j'ai le droit de dire, mais on va en entendre parler du doublage québécois des Simpsons prochainement. Fait que toutes ces questions-là vont avoir des réponses, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ces sous-entendus de tailleur de pierre? Je sais pas ce que j'ai... à micro fermé, on en parlera. Là, je sais pas ce que j'ai le droit de dire. Le numéro à appeler à place du 911. C'est ça que... mais bref, tu sais, c'est le phénomène du doublage des Simpsons au Québec est assez pertinent. Ce qui est drôle, c'est que je risque de rien spoiler parce que je me souviens qu'on a eu une conversation par rapport à ça, mais je me souviens pas du contenu de cette conversation. Bon, mais je vais pouvoir te le rappeler. Fait que genre style Men in Black style, il y a quelqu'un qui m'a flashouillé d'en face. Fait que vendredi dernier, on a annoncé, on a plutôt dévoilé la distribution des X-Men. Faites attention parce qu'il y a mini spoilers par rapport à Brand New Day, Spider-Man Brand New Day qui est sorti. Skippé de genre 30 secondes si vous voulez pas le savoir. En même temps... Non, mais c'était un peu évident, mais il y a des gens qui le savent pas, puis je vais pas le prendre pour acquis. Moi, je vais l'apprendre, je suis bien excité. Ah ouais? Sandy Sink qui joue le personnage de Jean Grey. D'accord. Kid Connor qui joue Cyclops, on le savait déjà. Mais c'est quoi le spoiler? Je comprends pas. C'est parce que Jean Grey est dans Brand New Day. Puis elle serait pas là? Elle serait pas supposée être là? C'est juste que son personnage n'était pas dévoilé à l'avance. Ils ont vraiment... Mais ils spéculent depuis 3 ans que c'est ça. Que c'est ça, mais ça a été confirmé. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, j'avais oublié que c'était ça la spéculation, mais je pense une semaine avant d'aller voir le film, il y a quelqu'un qui... Parce que le monde aime ça, mettre ça en début de vidéo sur Instagram, de genre de spoil, puis je dis, fuck, là, je le sais. Mais elle était confirmée, mais pas les autres membres. Donc, Kid Connor pour Cyclops. On a Christopher Abbott pour Professor X. Toi, tu me disais que tu connaissais, cet acteur-là. Christopher Abbott. Ouais. Ça me dit de quoi? Belle gueule, j'ai hâte de voir rasé, mais... il jouait pas genre dans New Girl ou quelque chose? Je pense que c'est ça, ouais. Je pense qu'il est dans New Girl. Exactement. Il jouait pas dans Abbott et Costello. Oui, c'est ça. Mais il jouait Costello, c'est ça, c'est un drôle de concept. Ouais, c'est mélangeant. C'est mélangeant. Samara Weaving qui joue Emma Frost. On a Eddie Navarrete, qu'on a connu dans Obsession, qui va jouer Rogue. Maya Boyd pour Storm et Adam Driver va incarner le personnage de Mr. Sinister. Une sortie qui est prévue pour le 5 mai 2028. C'est la prochaine ère de grandes sorties pour Marvel Studios, pour Disney. C'est les films, bien sûr, des X-Men, qui va peut-être amener un certain vent de changement pour le MCU, parce que pas que ça stagne, mais c'est un peu les mêmes choses. Fait que d'aller dans une nouvelle direction avec de nouvelles thématiques, je pense que ça peut faire du bien. Fait que c'est ça. Voilà, il n'y a pas d'autres grosses annonces. C'est pas surprenant, c'est une distribution qui est plus jeune. Ils vont pouvoir les milquer pendant très 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 longtemps. La preuve, ils ont casté Patrick Stewart au début des années 2000, puis il est encore en train de jouer Professor X. Fait que les autres sont au moins là pour jusqu'à 2067. Wow! C'est ça. Qu'est-ce que tu avais d'autre, toi, Antoine? Cet après-midi,
j'ai regardé le nouveau cut du film de X-Files I Want to Believe. Je suis sûr que c'est bon! Ben, écoute. Ah. Ben, c'est parce que j'en avais parlé il y a une couple de C'est semaines. vrai, j'avais déjà oublié. Oui, tout le monde a oublié que cette affaire. Ben, puis Disney a oublié aussi parce que, tu sais, il n'y a pas eu de promo pour le nouveau cut, à part que je l'avais vu sur un site de nouvelles, puis j'en avais parlé à l'émission, qu'il allait avoir un nouveau cut du film X-Files I Want to Believe qui date de 2008. Le film avait été très, très mal reçu. Parce qu'il était très, très mauvais. Il était très, très mauvais. Il est sorti comme une couple d'années après la fin de la série. C'était supposé être un genre de coda pour la fin de la série. Et puis ça faisait pas ça du tout, en fait. Ben, ça faisait pas ça. C'était un Monster of the Week. C'était un monster très basic. C'était un Monster of the Week, puis il y avait quelque chose dans le ton qui était vraiment off. Oui. Que même je me demandais comme qui avait dit oui à ça. Il y avait de l'humour mal placé. Il y avait beaucoup de genre de awkward flirtiness entre Mulder puis Scully, puis des scènes d'amour qui étaient comme... En tout cas, c'était vraiment bizarre comme film, puis tu sais, je me rappelle d'une scène où est-ce que Mulder puis Scully sont dans un bureau de police, puis là... Ils disent attendez dans le corridor 2 secondes, on va vous laisser rentrer. Puis là, la caméra elle panne sur George W. Bush, un portrait de George W. Bush qui est sur le mur. Puis là, le thème de X-Files embarque. Puis là, les deux ils se regardent puis ils font un genre de un shrug, genre. C'est vraiment une joke de Men in Black. Je peux te dire quelque chose, c'est clair que c'est Chris Carter qui l'a réalisé, parce que Chris Carter a perdu, je sais pas s'il a perdu la boule, là, mais il a perdu vraiment du charme qu'il y avait dans les premières saisons des X-Files, puis même quand il a fait le reboot, pas les reboots, mais la saison 10 et 11 qui est venue beaucoup plus tard que Laurent puis moi avec des animaux on écoutait après Les Mystérieux jadis. Il y a les épisodes réalisés et scénarisés par Chris Carter. C'était les pires. C'est comme s'il faisait du fanfiction poche parodique de sa propre série. Fait que clairement, il était rendu à ce moment-là, il était déjà en train de perdre les pédales. Ouais, c'est ça. Fait que là, il a annoncé qu'il allait sortir sa vraie vision du film dans un format plus gritty, R-rated, plus dark, plus concentré sur l'horreur. C'est Director Scott, finalement. Ouais, oui. Mais il y avait déjà eu un Director Scott. Quand il était sorti en DVD, le film, il y avait genre 2-3 minutes de plus, un genre de unrated version qui rajoutait un peu de violence. Fait que là, il y a cette version-là qui a le sous-titre Vrak Frankenstein, qui veut dire Docteur Frankenstein en russe. Hey! Parce que ça fit dans l'histoire. Ouais, ben, c'est ça. Oui, parce que c'est une histoire de rabouter des transfusions de cerveau, maintenant. Oui. C'est en fait l'épisode des Simpsons où Mr. Burns se fait transmettre. En tout cas. Mais là j'ai pas vu la sortie du film. En fait, il est sorti il y a comme 2-3 jours. Oui. Puis j'ai pas vu d'annonce par rapport à ça. Puis quand tu ouvres Disney+, il est pas featured. J'aurais pensé qu'il l'aurait mis d'avant. Non, il est pas featured, il est pas dans la liste des nouveautés. Faut que tu ailles dans la fiche du film, que tu ailles dans X-Files I Want to Believe, que tu ailles dans Extras. Puis là, t'as ce cote-là qui est comme caché. C'est comme pareil pour la cote avec une scène rajoutée dans le Muppet Christmas Carol. Oui, exactement. Ouais. Oui, mais c'est pas une scène rajoutée, c'est une scène qui avait été enlevée. Oui, c'est vrai. Mais oui. Il y a une tonne de plus. C'est ça, je suis d'accord. Sachez-le. Mais c'est bizarre parce qu'ils ont quand même fait de la promotion par rapport à la sortie. Oui. J'ai vu une bande-annonce qui, ma foi, avait de l'air meilleure que tout le film au complet. Ouais. Puis j'étais, ok, mais je suis hype. Si c'est ça l'atmosphère qu'ils vont nous livrer dans le film, je suis down au bout. Là, tu me dis que finalement, ça vaut pas la peine. C'est pas que c'est la meilleure version du film qui existe. Ouais, mais là, je veux dire... Mais tu sais, c'est parce que... On a mis un petit peu d'eau dans du caca pour le diluer, mais tu peux pas... you can't make chicken salad out of chicken shit. Tu sais, il y a pas de... Je pense qu'il y a... Tu peux pas... Tu peux réparer le film en enlevant... Tu sais, ils ont enlevé les jokes awkward, ils ont rajouté de l'horreur, de la violence. Ça fait très post-Seven, tu sais, un genre de thriller très gritty, policier. Mais en faisant ça, ils ont comme enlevé un petit peu toute la personnalité de X-Files, puis ça devient un genre de procedural policier bien standard, puis ça adonne que les personnages, c'est Mulder puis Scully, mais ils ont tellement peu de temps ensemble, parce qu'ils ont enlevé toutes les scènes d'amour puis tout ça, fait qu'ils ont comme vraiment pas beaucoup de temps ensemble, fait que c'est juste comme... fait partie du canon. À ce moment-là, Mulder puis Scully étaient amants. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, ils ont enlevé ça parce que le raisonnement de Chris Carter, c'était, il y a eu les saisons 10 et 11 où est-ce que tu les vois vraiment plus ensemble,
ensemble. Fait que, tu sais, ce côté-là de leur relation, il a été exploré autrement. Puis on peut se concentrer juste sur l'excellente histoire du prêtre pédophile psychique. Qui transpose des têtes. Non, ça c'est... ça c'est le prêtre pédophile psychique, c'est lui qui est capable... je dis psychique, mais je veux dire comme médium. Qui est capable d'aider les policiers à trouver les méchants Russes qui kidnappent des femmes pour prendre leurs organes et faire des genres d'expériences scientifiques Frankenstein-esque avec leur corps. Ça se regarde pour vrai, mais je m'attendais à un film complètement différent. Tu sais, quand tu annonces ça de cette façon-là, ça donne l'impression que tu vas retourner sur le cutting room puis tu vas refaire tu vas reconstruire le film de toute pièce. Puis c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment... C'est pas Blade Runner de Final Cut, là. Même Blade Runner de Final Cut, je dirais que c'est juste des petits ajustements, là. Mais c'est pas une nouvelle expérience complètement. Ça mérite pas un autre titre. Tu sais, je veux dire, c'est le même film, mais c'est la meilleure version de ce film-là que tu peux voir. Puis si, comme moi, ça fait des années que vous avez rien regardé de X-Files, ben de regarder ça fait un petit velours là, de comme, bon, je revois mes amis. Mais il y a sûrement une meilleure façon de revoir ses amis. Là. Ben oui, tu peux réécouter des épisodes de X-Files. Je veux dire, il y a des meilleurs... les premières saisons d'X-Files. C'est ça, ou genre te choisir un des bons épisodes des premières saisons. Puis, fait penser, j'ai fini mon Lego de X-Files que j'ai reçu durant mes vacances. Là, on peut pas le voir à la caméra, mais il est au-dessus de moi. Tu le vois-tu, Laurent? Oui. Il est vraiment beau. J'avais un petit peu... J'étais pas sûr. Comme je pense que toi, t'as dit en photo, ça avait l'air comme concentré. En photo, ça avait l'air crowded. Tu sais, le bureau, il a l'air d'avoir bien du stock dedans, mais finalement, ça respire quand même. C'est une belle pièce. Il est un peu bizarre parce que l'OVNI qui est au-dessus... un étage, ouais. Oui, mais ça, c'est correct. C'est comme une présentation. C'est comme un genre de diorama. Ils l'ont fait aussi pour The Goonies. Tu sais, c'est essayer de représenter quelque chose de vaste en quelques éléments. La soucoupe volante, par contre, qui est par-dessus, elle n'est pas fixée. Elle peut tourner. Elle est comme suspendue sur une espèce de beam semi-transparent. Là. Puis, ça fait que c'est bizarre parce qu'elle peut vraiment facilement tomber puis se décrocher. Puis je sais pas pourquoi ils n'ont pas juste mis un bloc qui tourne pour pouvoir la fixer. Ouais, tant qu'à faire. Ouais, mais il est vraiment le fun à monter. Ce qui est plus redondant, c'est la végétation. À un moment donné, quand tu as fait 3-4 fougères, là, puis il faut que tu recommences 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, c'était long. Là. Mais j'ai eu du fun. Je l'ai fait en 8 heures. J'ai utilisé l'application sur mon iPad qui te montre un peu comment... Tu sais, les étapes. C'est comme les instructions papier, mais en même temps, tu peux tourner l'image pour pouvoir exactement où tu la mets. Des fois, sur le papier, sur les instructions, c'est pas toujours évident. L'application est vraiment le fun. Puis tu peux même ouvrir les sacs, là, des petites animations. Ça fait du bruit. C'est vraiment cool. Puis si vous êtes du genre à acheter des Lego en couple, c'est pas encore mon cas, mais éventuellement, je te trouverai, toi qui es à l'extérieur, quelque part dans ma vie. Tu peux... pas à l'extérieur. C'est ton âme sœur. C'est peut-être Laurent, c'est ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ton âme sœur qui fait des Legos, elle sort pas dehors. Ben, c'est peut-être pour ça que ça va être mon âme sœur. Mais tu peux mettre plusieurs personnes sur l'application. OK. Puis moi, je l'ai monté en 8 heures. Fait que j'ai pris mon temps. Fait que l'application te time ou c'est toi qui... Oui, tu times à la fin. Il te donne tes stats, tes sessions. Puis, pas des points, mais ça te rajoute comme une création faite liée à ton compte Lego. Là, parce que tu peux commander de quoi sur Lego, sur le site internet directement. Mais si tu fais un compte, tu accumules des points, tu peux avoir des rabais. Un des derniers loisirs analogiques qui nous restait. Il faut que tu gamifies ça avec une application. Tout est gamifié, man. Ouais. C'est la Fortniteisation de la société. Tout est rendu des franchises qui se parlent, qui se communiquent, qui, tu sais, je veux dire, c'est juste ça, là. Ouais. Mais j'ai eu du fun, puis je me suis déjà commandé un autre Lego pour le début septembre. Fait que j'ai commandé le Manor, là, c'est quoi? C'est le Mayor Manor pour l'Halloween. C'est une thématique. C'est quoi le meilleur manor? C'est hanté, puis c'est le fun. C'est une petite thématique hantée, là. C'est une belle petite maison hantée. C'est le Scooby-Doo. Okay. C'est un château hanté, c'est le Scooby-Doo. Okay. Fait que 10 sur 10, c'est ce que j'avais à dire. Ouais. Toi, Laurent, t'avais quoi? C'est rare que je regarde des bandes annonces de films. Genre, je ne le recherche jamais, je les vois au cinéma quand je vais au cinéma. Mais pareil sinon, pour moi, je te comprends. Vous êtes bons, les gars, parce que moi... Ben, c'est parce que si je sais que le film m'intéresse déjà, je veux rien voir. Ouais, moi aussi, le plus s'il m'intéresse pas, ben, je vais pas checker la bande-annonce. Ouais. Mais j'en ai quand même regardé une qui est sortie aujourd'hui. OK. Que j'ai vu passer sur le site de Gaumont. Donc, c'est un film français. Oh, un nouveau qui s'appelle... Non, même pas. Non, ça, je l'aurais pas regardé. J'ai fait... ouais. Il paraît que les séries animées sont bonnes. Oui, pour vrai... comment ça s'appelait? Le revamp du Coup du Menhir qui était sorti l'hiver passé. Sur Netflix. C'était vraiment le fun, ouais.
recommandé. Mais non, ça s'appelle Le Roi du Game. OK. Ouais. Et j'ai regardé ça parce que... Écoutez, ça a l'air d'un... Il y a une genre de vibe de... Je perds tous mes noms. Erika Bouliane qui joue à Donjons et Dragons. Ouais. Farador. Farador. Ouais. Une genre de vibe grandeur nature à la Farador, mettons, ce genre d'affaires-là. Comme ça. Avec Éric Judor de Éric et Ramsey. Oh! Mais surtout avec Marc Labrèche. Qu'est-ce qu'il fait là? Hey, ma question exactement, qui porte des oreilles d'elfe et une perruque de Gandalf, genre. OK. Puis j'étais comme... Donne-moi ça. Ben, c'est un peu pour ça. J'ai vu ça passer, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il a l'air de faire son Marc Labrèche, là, de faire des... OK. Il joue Krusty. Ben, il sonnait un peu plus comme le prof bof, si vous vous rappelez. Non, des bonnes refs. Ouais, je remonte à loin dans la brèche. Dans le canon-verse. Mais écoute, ceci existe, je ne sais quoi en penser, je ne sais pas si ça va être drôle ou désastreux, mais c'est ça. Mais c'est game Donjon Dragon ou game jeu vidéo? OK. Game Donjon Dragon. Ils sont tous habillés en elfe, genre, OK. là, puis ils sont partis sur Genre, joue une game, une partie, puis en même temps, on voit leur personnage. Farador puis Camelot, visuellement. C'est ça, ils jouent, puis là, on voit leur personnage évoluer en parallèle, genre. Je sais. Je pense plus que c'est genre... c'est pas une game de dungeon, c'est plus un grandeur nature, mettons. Ça a plus l'air d'être c'est le fun, ça. Ben ça va être le deuxième film de Marc Labrèche avec un grandeur nature. Ben, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit peut-être que... Après l'âge des ténèbres. C'est ça. Ouais. J'étais comme dans l'âge des ténèbres. En fin de semaine. Ouais, parce que là, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, il a l'air all-in dans son personnage. Puis là, j'étais comme... C'était ça l'affaire dans l'âge des ténèbres, c'est qu'il était dompé dans un GN sans être préparé. C'est comme du par sa date là, que finalement il a abandonné. Moi, c'est mon moment préféré du film. Puis je pense que c'est le moment moi, c'est le moment que j'ai t'as vraiment plus haï. Ouais, c'est ça. Mais c'est correct. Là. Je veux dire, je vais pas te défendre ce film-là de toute façon. Je trouve ça correct. C'est le dernier, peut-être, des films de Denis Arcand que je trouve encore correct. Puis après ça, c'est une chute libre. J'en ai déjà parlé à l'émission. Je pense que ça fait comme presque 9 ans de ça. Mais quand L'Âge des Ténèbres est sorti sur Netflix, il y avait la pochette. C'était Marc Labrèche qui regardait vers le ciel. Tu sais, comme... c'était marqué L'Âge des Ténèbres. De films de zombies. De zombies apocalypse. Genre, quand une comète transforme les gens en zombies. Puis ils se sont comme mélangés entre le film puis la pochette, puis c'était vraiment drôle. Puis tu sais, regardez, on parlait d'une comète dans la description du film, puis ils regardaient vers le ciel, fait qu'on dirait vraiment que c'était ça. Il y a dû avoir des gens déçus, là, comme genre il y a un film de zombies avec Marc Labrèche. Finalement, c'est juste genre American Beauty. J'allais dire, c'est American Beauty québécois. Ou au contraire, les gens, je sais pas si c'était le film qui était pas bon, la description, tu sais, les gens, attends, il y a pas assez de boomers qui chialent dans ce film-là, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Mais fait que ceci existe, là, ça sort le 21 octobre, mais en France. Je présume qu'il y aura une sortie ici. Au cinéma beau. Au cinéma Beaubien pendant 2 jours. Au moins, ouais, mais vu que Marc Labrèche, peut-être plus que ça. Longtemps. Peut-être au moins au quartier latin. Oh! Ouais, ok. Je vais rebondir sur ta nouvelle des X-Files, pas juste pour reparler, bien sûr, de mon Lego, que j'ai beaucoup aimé. Mais non, c'est la refonte qui s'en vient, qui est en préparation du côté de Ryan Coogler, qui bien sûr qui a fait Sinner, les Black Panther, Creed également. C'est un bon réalisateur qui maintenant est chargé par Disney, Fox, de produire une nouvelle série des X-Files, qui n'est pas un reboot, mais comme une suite spirituelle à la série des années 90. Puis une des questions qui revient depuis longtemps, mais c'est est-ce que les deux les deux acteurs principaux, David Duchovny et Gillian Anderson, vont revenir pour reprendre leur rôle de Mulder et Scully? C'est quand même assez iconique, là. C'est des rôles qu'ils ont fait connaître. Ils sont encore principalement connus pour ces rôles-là. Quoique Gillian Anderson a réussi à se détacher quand même du rôle. Puis David Duchovny, il y a eu Californication. Qui était très bon. Ouais. Puis les Escarpins rouges aussi. Les Escarpins rouges qui étaient magnifiques. Qu'on pourrait dire que les Escarpins est un peu rouges, sont le préquel de Californication. C'est très, très, très sexu. Il y a déjà 2 leads qui ont été confirmés pour la nouvelle série des X-Files. On parle de Daniel Deadwyler et Himesh Patel. C'est lui qui jouait dans l'espèce de film où tout le monde oubliait l'existence des Beatles. Ouais. Il était vraiment bon. Yesterday, voilà. Fait que c'est les 2 leads de la série. Puis là, Chris Carter, pour faire la promotion de la cote dont tu as parlé tantôt, a fait la série La Tour des médias. Puis on lui a demandé, penses-tu que
Mulder, Scully, Anderson, les Duchovny vont-tu Parce qu'ils revenir? vont retrouver leur fils. Ah, hey, ça là, veux-tu pas me lancer là-dessus? C'est le dernier épisode de la saison 11, ok? Ah, c'est que ça finit mal. Ça, là. Hey, Mais honnêtement, juste à cause de tout ça, j'espère que non. J'espère qu'ils reviendront pas. Moi, je veux juste que Chris Carter se tienne le plus loin possible de cette série-là. C'est ça mon souhait. Fait que si c'est entre les mains de Quand quelqu'un lui qui est sait pas ce là, qu'il fait, tout va bien. Ouais. Tu sais, les épisodes qui étaient écrits par Dan Morgan dans saison 10 et 11, c'était fucking bon. Il y a eu des très bons épisodes dans saison 10 et 11. Mais donc, il a confirmé que Anderson probablement avait été rapproché puis que ça l'intéressait, puis Duchovny, il est allé de son opinion, il dit sûrement là, je peux pas croire que qu'est-ce qu'il fait d'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un podcast entre autres. Il sort des recueils de nouvelles de poésie. C'est un gars qui étudie en littérature vraiment long. Nice. Il était à une dissertation d'avoir souvent sa maîtrise ou son doctorat en je sais pas quelle discipline de littérature, mais il a commencé à acter, puis il a fait de l'argent à la place. Fait qu'il il a pas poursuivi. Mais tout ça pour dire que c'est une possibilité. Et je pense que juste pour le passage du flambeau, ça serait intéressant. Ouais. Puis peut-être... Mais il y avait ça un peu dans les dernières saisons. Il y avait comme 2 autres agents du FBI. Tu sais, comme une rousse puis un brun. Là, oui, non, dans le reboot. C'était bon. Puis ça donnait vraiment l'impression qu'elle allait passer le flambeau. Finalement, saison 11, ça n'a pas été ça. Non, puis c'était comme... En fait, c'était eux qui trollaient le public. Là. Ouais. Autant que... il y avait des épisodes assez inégaux dans la 10 puis la 11. Il y avait vraiment des trucs très wacky, presque méta dans les concepts. Puis j'ai bien l'épisode du gars qui était comme, mais oui, vous vous rappelez pas de moi? Puis que là, il y avait comme un flashback de plein d'épisodes classiques qui étaient là en back. Oui, c'est malade. Puis à la fin, il se fait comme amener par des hommes en noir ou peut-être des gens de l'asile qui le ramènent. Puis là, il est envoyé en fourgonnette. Il donne une chemise là, pour le retenir. Puis là, t'as comme Skinner qui passe. Hey, qu'est-ce qu'ils font avec Reggie? lui s'en souvenait. C'est comme une confirmation qu'il a tout le temps été là. Mais il faut que ça aille dans cette direction-là parce que je pense qu'en 2027 ou whatever, quand ça va sortir, faire une série sur les conspirations gouvernementales, ça peut pue, virer d'autres choses. Mais ça a plus la même saveur que ça l'avait dans ce temps-là. Non. Maintenant, on associe ça à d'autres affaires, puis c'est dommage. Qu'importe ce qu'ils font, j'aimerais ça qu'ils fassent ça. C'était un procedural de détective, là, Mulder Scully. Les premières saisons, c'était très dark, c'était très sombre. Eux qui se promènent dans la nuit dans la forêt avec des lampes de poche. Ouais. Je veux qu'ils ramènent ce côté-là greedy. Elle se fait kidnapper par un tueur. Tout le temps. Puis elle voit pas, parce qu'elle a les yeux bandés, elle voit pas que c'est un vampire qui mange des affaires. Oui, c'est ça. Même Mulder, il le voit. Puis comme, oui, je te dis. Puis comme, de quoi tu parles? Mais je sais pas. J'ai bien hâte de voir ça. Ryan Coogler, son Sinner était malade. Oui. Je veux voir sa série sur X-Files quand ça va sortir. Avez-vous des derniers trucs, messieurs, toi, Laurent? Moi, puisque nous adressons ici l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. On a parlé de théâtre tantôt. Oui, écoute, moi, je vais plugger un endroit que j'ai découvert la dernière journée de mes vacances, c'est-à-dire un casse-croûte. Parce que pourquoi pas? Snack bar chez Raymond. J'ai mangé au Casseau du Quai. Okay. C'est à Saint-Sulpice, un petit village qui est comme sur le bord du fleuve, pas très loin d'ici, à genre une demi-heure de char de Montréal. On les salue. Et qui est un très bel endroit, ma foi, vraiment sur le bord du fleuve. Donc, tu manges ton burger et ton excellente poutine, mais vraiment les pieds dans le fleuve avec une super vue. Puis là, ça m'a fait réaliser que on vit sur une île et qu'on a très peu accès à notre fleuve. C'est vrai qu'on est sur une île, mais qu'on n'a pas accès. Pour vrai, c'est vraiment poche. Tu sais, tout le long du fleuve, on a très peu accès. Il y a le Cap Saint-Jacques qui est vraiment nice, mais c'est quand même comme dans l'ouest. Là, mais... T'as pas à la Chine aussi, tu peux aller accéder? Il y a plusieurs endroits, mais tu sais, le Cap Saint-Jacques, c'est magnifique. Puis tu peux aller dans des endroits qui sont moins beaux aussi. Ouais, puis tu peux genre pique-niquer à l'île de la Visitation. Ouais, peut-être. Il y a quelques petits spots, mais globalement, je trouve qu'on n'est pas très bon. On oublie qu'on est sur une île, en fait. Ben, il y a la plage de Verdun. Oui. Je l'ai jamais visité, mais ça existe. Fait que voilà, le Casseau du Quai, c'est 1054 rue Notre-Dame à Saint-Sulpice. Je le recommande fortement. C'était délicieux et le spot est vraiment nice. Fait que si vous passez par là. Qu'est-ce qui était sur le menu? Là, ça, c'est mon bémol. Le menu fait en AI, c'est lettre. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Puis pour vrai, là. tous les restos maintenant. Je me promène dans le coin ici, là, puis les espèces d'hommes c'est pas des hommes sandwich, mais c'est des pancartes là, qui sont déposées en face des commerces. Là. C'est toute la même affaire. Ça donne pas faim. Non. C'est lettre.
Arrêtez! Non, je sais. À l'intérieur de la cantine, t'as encore le vieux menu, tu sais, de genre de qu'on veut fond, voir. le fond de hot dog Lester, là, Oui, avec des ouais. vieilles photos de hot dog Jauni par le soleil. Ça qu'on veut voir. C'est ça que je veux voir. Je veux pas voir ta bouillie en AI. Mais écoute, toutes les sortes de combos de burger, hot dog, poutine que tu veux, là. Il y a des smash burgers. C'est la mode maintenant. Ouais. Fait que il était bien bon. Oui. Nous autres, on faisait ça au chalet dans le temps. On se fait justement des hamburgers plats. Ah ouais? Ouais, c'est le fun. J'allais au chalet avec mes nièces en fin de semaine. En fait, la semaine passée. C'était pas une semaine de vacances. C'était le fun, j'étais bien content, mais à la fin, j'étais comme... je me suis endormi sur le sofa la soirée que je suis revenu. Là, j'étais brûlé bien raide. Mais c'est ça. Je te crois. Chapeau à... Si vous êtes parents, là, je sais pas comment vous faites. T'as-tu déjà cuisiné du riz à tes nièces? Je ne cuisine pas à mes nièces parce que je les aime. Non, mais ça aurait été du riz Uncle Ben. Oh, ok. Wow! Mon Dieu. Mais tu sais comment on m'a proposé d'être le parrain de la deuxième? Non. Ils m'ont montré une boîte d'Uncle Ben, puis c'était marqué parrain Ben à la place. Puis là, je l'ai lu 3 fois, puis je catchais pas. Ok. Ben oui. Comment faut-elle l'épeler? Ben, je sais pas. Je suis un peu naïf des fois, là, ça arrive. Moi, non, j'ai plus rien. Fait que toi, là, Antoine? Nouvelle triste. L'actrice américaine Hayden Panettiere est décédée hier à l'âge de 36 ans. Yes. On la connaît notamment pour son rôle dans Heroes. C'est là-dedans qu'elle a été très connue. Ouais, c'est ça exactement, The Cheerleader Who Saved the World. Elle était dans la franchise Scream aussi, dans Kirby. Le 4 puis dans le 6. La meilleure partie de Scream 6, selon moi, c'est son personnage. J'ai vraiment J'étais content qu'il la ramène pour le 6. Oui, moi aussi. Puis elle est rendue comme policière. Non, vraiment, super bon personnage. Puis j'ai toujours trouvé très charismatique. Malheureusement, je pense que sa carrière, elle a pas décollé autant que... Elle a eu des gros enjeux de santé mentale. Elle a été abusée quand elle était jeune. Elle a eu des très mauvaises expériences qui l'ont marquée. Puis on ne connaît pas encore les causes. Non, on connaît pas la cause de sa mort. Mais elle était décédée quand les paramédics sont arrivés sur place. Donc certaines personnes pensent, cause naturelle, arrêt cardiaque ou peut-être quelque chose qui était lié à la drogue. Elle avait perdu son frère aussi il y a quelques années. C'est comme ils ont eu un parcours très tragique, puis c'est toujours tragique, surtout à cet âge-là. 36 ans. Super plus jeune que nous. Mais sinon, moi j'avais juste la petite rumeur que tu avais soulignée avant qu'on commence à enregistrer, parce que je trouve ça intéressant. On revient encore aux Simpsons. Ouais. Oui. Je pensais. Non, je c'est moi qui va. Le jeu Simpsons Hit and Run que tout le monde aimerait pouvoir rejouer parce qu'il est comme pogné sur PlayStation 2, puis il n'y a aucune façon de l'émuler ou de jouer ou de tout ça. Il y a un gars sur YouTube qui travaille sur un genre de remake, mais ça a l'air de prendre du temps. Il l'a fait, mais c'est pas à distribution pour le public. C'est ça, exactement. Puis là, lors d'une convention, ils ont droppé un hint que Matt Groening a dit que possiblement que Simpsons Hit and Run allait revenir in some form. Et là, tout de suite après... c'est ça. Excusez, mais là, il était là. Il a fait, mais là, le showrunner de l'émission a juste fait comme « or not ». Puis ça s'est terminé. Fait que là, tu sais, c'est comme une genre de rumeur poète-poète qu'on sait pas trop si ça va vraiment donner de quoi. Peut-être qu'il parlait d'une version fan modée, peut-être qu'il parlait d'une version officielle. Pour ceux qui n'ont pas joué, là, c'est un genre de GTA dans l'univers des Simpsons. Puis ce qui était le fun, surtout, la mécanique de jeu, c'est du GTA, ce qui ne fait pas vraiment avec l'univers des Simpsons, mais c'est que tu pouvais explorer la ville de Springfield. T'étais dans Springfield. T'étais dans Springfield, les graphiques étaient super beaux pour l'époque, c'était du cel-shaded 3D. Fait que c'était l'expérience d'explorer Springfield, de rencontrer les personnages, d'avoir des petites wacky missions un peu partout dans la ville. Il y avait le tunnel du détailleur de pierre en dessous de la centrale nucléaire. Il y avait plein de petits clins d'œil que la série a donné, qui avaient été intégrés dans le jeu. Fait que c'était vraiment un super beau cadeau pour les fans. Puis c'était comme enfin un bon jeu des Simpsons parce qu'il y a eu tellement de merde. Il y a eu Road Rage aussi qui est un autre jeu similaire mais qui n'est pas exactement la même chose. Faut pas se mêler entre les deux. Moi j'ai pogné Road la Rage, version... c'est un genre de Crazy Taxi. C'est ça, c'était Crazy Taxi. J'ai pogné pas Road Rage, là, mais c'est dont on parle. Hit and Run sur PlayStation 2. Il était quand même assez abordable. C'était chez Retro Montréal. De temps en temps, il y a des copies qui sortent. Mais quand ce genre de rumeur-là sort, faites attention parce que là, les gens grimpent les prix. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo qui a vraiment pogné sur le jeu HeroQuest.
qui disait que c'était le meilleur jeu de table jamais fait. Puis là, toutes les HeroQuest sont devenus d'un prix dérisoire. Fait que souvent, quand il y a un intérêt autour de ces affaires-là qui sont hors de circulation ou difficiles à mettre la main dessus, là, les prix sont gonflés. Fait que magasiner avant, si vous voulez. En même temps, moi, il me semble que c'est l'inverse. Si j'apprenais qu'il y avait un remake 4K d'un jeu qui sortait, je vendrais mon vieux. Là, moi aussi, ça, mais c'est peut-être l'occasion justement de faire de l'argent avec justement ta vieille copie. Merci. Ben oui, ça, j'ai hâte. Je suis curieux de voir si ça va vraiment se concrétiser. Moi, j'ai toujours pensé que c'était plus à la Carmageddon. Ah! Non. Puis là, j'étais comme, pourquoi je voudrais écraser les gens de Springfield? C'est ma famille. Mais tu sais, c'est aussi niaiseux parce que tu sais, il y a quand même des missions où tu vas genre tabasser du monde, des trucs comme ça, ça n'a pas rapport. C'est Homer qui va tabasser du monde. Ouais, c'est ça. Wow. Mais tellement un drôle de canon. Mais le gars qui a fait le remake, vous pouvez le taper là, sur YouTube, là, c'est Hit and Run Remake. Là, il passe à travers tout son processus, puis il fait du data mining pour aller récupérer les assets initialement, puis les missions, tout est un peu patché. Là. C'est vraiment fascinant comment il s'y prend, puis il actualise les graphiques, il joue vraiment sur l'engin, il crée même une nouvelle map avec Springfield pour combiner les levels. C'est un processus qu'il a documenté. Il a fait ça pendant peut-être 1 an, puis là, il est passé à autre chose, mais c'est vraiment intéressant à écouter comme série. Vraiment, c'est comme s'il replongeait dans le passé, mais en tout cas, je sais pas comment le décrire, c'est vraiment intéressant. Hit and Run Remake sur YouTube. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu Simpsons Wrestling? Non, ça existe. Non. Sur PlayStation 1. C'est vrai? Ouais, c'est un jeu de lutte avec des personnages des Simpsons. Ah. Puis c'est tout pourri. Ah, Ben, tu sais, c'est un fighter où est-ce que tout le monde a les mêmes moves. ouais. Sauf qu'ils ont des armes spéciales, genre Marge, elle frappe avec son aspirateur. Là, puis mais c'est vraiment niaiseux. J'ai joué au jeu de combat. Je le possédais d'ailleurs, Star Wars Master of Katori. Oui, C'était un jeu de combat de Star Wars. Ouais. Qui était Le sable laser. le sable laser, oui. Ouais. Si vous êtes la personne à qui mon frère a loué prêté ces jeux-là, il y a genre 20 quelques années de ça, j'aimerais ça les revoir parce que moi, je les ai jamais récupérés. C'est chiant, ça. Oui, il avait fait ça avec mes jeux de PlayStation 1. Je m'étais parti une collection, fouille-moi pourquoi, mais de Army Men. J'avais tout pogné les Army Men, les Sarge, c'était des hélicoptères, puis je les ai tous perdus. Les jeux Army Man? J'en avais plein là, sur PlayStation 1. Prends une petite pause juste avant, je vous rappelle que les Mystérieux Étonnants fonctionnent grâce à votre contribution monétaire. Si ça vous intéresse de nous appuyer, de nous encourager, de faire en sorte qu'on peut garder les lumières allumées, il y a un lien dans le descriptif de l'émission qui nous amène vers un Patreon. C'est comme ça qu'on finance nos activités. En l'échange d'un café par mois, on vous donne aussi des goodies. J'ai repris les bifurcations avec Blaise sur Astérix Obélix. Yes. Et ce week-end, on parlait d'une nouvelle série qu'on pourrait faire. On pourrait en parler. Ah ouais? C'est-tu officiel? Tout le monde était d'accord. Oui, on l'envoie dans les terres. OK, un nouveau cycle bifurcation Looney Tunes. Ouais. Parce qu'il y a, avec le nouveau film Coyote versus Acme qui va sortir prochainement, il y a un total de 5 longs métrages faits pour le cinéma de Looney Tunes. Fait que ça ferait un bon petit cycle. 5 au total. Peux-tu les nommer? Space Jam 1, Space Jam 2. Ah ouais, OK. Voilà. C'est celui que tu as sorti hier, par contre, Back in Action. Back in Action, ouais, c'est le dernier. Comptez-vous celui de l'année passée? Ouais, c'est ça serait... je sais plus le titre déjà. The Day the Earth Exploded. Ouais, puis c'est quoi le premier? C'est The Bugs Bunny and Tweety Movie? Non, tu les as toutes nommées. Ouais, je les ai toutes nommées. Non, mais tous les autres films, j'ai cherché, là, puis tous les autres films, c'est des compilations. Ok, c'est pas des films. Non, c'est ça, mais les 5, c'est vraiment des films originaux faits pour le cinéma. Ouais. Mais celui de 2024, j'avais aucune conscience que ça J'avais oublié que c'était sorti, ce film-là. Je sais pas, mais les critiques sont bonnes. Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Il était sorti en salle, je pense. Très, genre, c'était un blink and you miss it, là, il était en salle 1 semaine, genre. Ok. Je voulais aller le voir, puis je l'ai manqué. C'est pour ça, là, je suis comme, il faut pas que je manque mon créneau de Coyote. Non, il sort ce vendredi, je pense. Je pensais que c'était le 28 que j'avais vu. Le 28? On est dans 2 semaines. Ok, ouais. il reste encore 2 semaines au mois d'août. Mais ça a l'air très bon. Fait qu'on va faire une bifurcation là-dessus, sur le cycle des Looney Tunes. Vous allez voir Space Jam 2, méchant. Écoute, moi, j'ai jamais vu le 1. Hein? Ouais, tout le monde a cette réaction-là quand je leur dis ça. Ça pas de bon sens. Ouais, je sais. Mon Dieu. Chen, il a jamais vu Le Roi Lion, puis toi, t'as jamais vu Space Jam. Non, ça a jamais donné. Comme... Puis j'ai tellement vu d'affaires là-dessus que j'ai l'impression que je l'ai vu au complet. Puis tu sais, Bill Murray est dedans. Je devrais avoir écouté ce film-là, mais il y a pas de...
Écoute, je l'ai sûrement vu assez pour toi puis moi. Réunis, ouais. On l'a vu. Moi, je l'avais en cassette. Ça venait avec une pièce de monnaie de collection. Je sais pas si t'avais ça. Wow. Non, moi, je pense que je l'avais de taper à la télé comme un bon enfant de banlieue. Fait que, donc, c'est ça. Quand vous contribuez au Patreon des Mystérieux Étonnants, vous avez accès à l'entièreté des archives de Bifurcation. Donc, il y a presque 200 épisodes de Bifurcation. Fait que vous avez du stock en masse. Puis si aussi vous voulez avoir accès au Discord, écrivez-moi à travers la plateforme quand vous abonnez au Patreon, puis je vais vous envoyer le lien vers le Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme Internet, mais sans trop du cul. C'est une belle communauté. On échange des articles, on partage plein de trucs. On écoute des fois de la lutte, des films durant Halloween ou durant la période des fêtes. L'entièreté aussi des autres épisodes, des autres séries qu'on fait sont disponibles partout. Là, il y a eu un problème, encore une fois, avec Noël chez Isidore, numéro 83, qui est le dernier. Ben non. Ils l'ont retiré de Spotify. Ils ont retiré un autre épisode de Spotify qui est sorti il y a genre 5 ans. Ça n'a comme pas rapport. L'algo est titillé. Là. Il a commencé à scanner à travers les épisodes de Noël chez Isidore. Fait que si vous voulez écouter Noël chez Isidore, ben, les derniers épisodes n'est pas disponible sur Spotify. Il est partout. Il est sur Apple Podcasts, il est sur les autres plateformes, il est sur YouTube Music, il est même sur notre site internet directement en téléchargement. Mais l'épisode 83 n'est pas sur Spotify. Donc, mais il est là. Il est disponible quelque part, mais pas sur Spotify. De toute façon, c'est un bon moment de rappeler que Spotify finance l'IA et la course à l'armement au Moyen-Orient. Fait que c'est plusieurs bonnes raisons de changer. Tout est rendu ça, en fait. Ça fait chier. Là, tu sais, comme tu t'abonnes à « Hey, j'ai acheté un nouveau Tamagotchi. » Ah oui, tu veux dire le Tamagotchi qui finance les groupes Terra. Tu sais, comme ça marche plus. Là. À Noël, j'étais allé acheter de quoi pour un cadeau au Indigo à Montréal. Puis là, quand je suis sorti, on m'a mis des papiers dans les mains qui étaient un organigramme de comment Indigo finance les militaires en Israël. J'étais comme, bon, une autre affaire. Bon. Mais surtout, Spotify ne finance pas les musiciens. Oui, c'est ça. Étonnamment, tu sais. C'est déjà une bonne C'est ça que ça devrait faire, déjà, à la base. Là. On est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On a tellement d'épisodes que dans le feed principal, on peut pas tout mettre. Le reste est sur notre site. Puis notre webmess, Eric a fait 2 autres archives en RSS. Donc, vous pouvez y aller manuellement, vous abonner si ça vous tente. Mais sinon aussi, vous pouvez les télécharger manuellement. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit. Mais moi, je réagis surtout sur Discord. J'haïs ça, les médias sociaux. J'en fais à job. Puis ça me fait chier. Je le fais. J'ai pas le choix. Mais si vous m'écrivez, je vais vous répondre. Mais c'est pas là que j'interagis. C'est vraiment sur le Discord des Mystérieux Étonnants. C'est une belle plateforme. Aussi, dernier truc, j'ai oublié de le mentionner. Si vous voulez nous laisser un message vocal, aussi dans le descriptif de l'épisode, il y a un lien pour un SpeakPipe. Ça nous permet de commentaires, suggestions, whatever. SpeakPipe, le même SpeakPipe qui finance la guerre en Iran. Ah, tabarnak! Oui, celui-là, celui qui tue des bébés. Non, c'est pas vrai. À chaque fois que vous enregistrez, ça lance une bombe sur un bébé. Là, tu vois, la semaine prochaine, on va avoir 15 messages. Non, c'est pas vrai. Ben, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vrai. Ce qui est le fun, c'est que tu reçois une photo du bébé juste avant que le missile atteigne, par exemple. Fait que, tu sais, il y en a qui sont un petit peu surpris, il y en a qui ne voient pas arriver. Fait que c'est ça. Mais commentaires, suggestions, pas de trucs comme ça. Ça va être les bienvenus. Puis on va pouvoir les jouer à l'émission dans les semaines qui s'en viennent. On prend une petite pause, puis on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, X-Ray Robot de Michael Allred et de Laura Allred. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Michael Allred et Laura Allred, X-Ray Robot. Juste avant, j'ai oublié de leur plugger, mais je vais leur plugger aussi en dernière partie d'émission, à toute fin, le 30 août, Fun Hub, à partir de 13h, la diffusion de AEW All In London, si vous voulez être là. Néophyte ou pas, c'est gratuit. Venez faire votre tour. Yes, ben t'avais pas oublié de le plugger, t'en avais parlé. J'ai parlé, je vais leur plugger à la période où je faisais les petites annonces. J'ai oublié, puis là, je l'ai d'accord. Fait que là, on parle d'une bande dessinée du créateur de Madman, qui a fait dans le comic indépendant pendant longtemps. Oui. De ce que je comprends, c'est aussi celui qui a fait toute l'esthétique comic book des films de Kevin Smith. En fait, il a participé en tant que lui-même, en tant que Michael Allred dans les films de Kevin Smith, puis il a prêté son art au film Chasing Amy. Dans Chasing Amy. Amy, il y a beaucoup de Mais c'est les bandes dessinées Bluntman et Chronic, c'est pas lui qui a fait Si on a participé, il a peut-être fait les couvertures, mais je pense pas qu'il a fait l'art au complet. Moi non plus. Ça se peut, effectivement. Il a sûrement fait des illustrations dans l'ouverture du film Chasing Amy. Comme le film est à propos de 2 personnes qui travaillent dans l'industrie du comic book, il y a comme des couvertures qui s'alternent pour comme
donner un peu leur background puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis c'est Michael Allred qui... Puis il joue un caméo de lui-même d'ailleurs dans le film, dont Joe Quesada puis d'autres personnes aussi qui sont dans le film. Mais là, on parlera pas de Kevin Smith, on en a parlé tantôt. Écoutez, je vais essayer de résumer ça rapidement. Oh, ben oui. Puis on va voir ce qui est ça se résume rapidement. Je vais essayer de le résumer rapidement. Je vous promets rien. On suit le docteur Max Wilding, qui est, on pourrait dire, le personnage principal de l'histoire. Malgré tout, il y a comme une troupe de personnes qui l'accompagnent, qui est l'inventeur d'un robot qui permet de voyager à la fois dans le temps et les dimensions, à travers lequel il peut projeter son esprit pour visiter, à tout le moins brièvement, ces dimensions et ces périodes temporelles différentes. Ils font un premier essai, ça fonctionne bien. Il y a tout un cast de personnages autour de lui. Il y a son patron Reynolds, qui a l'air d'un enfant de chienne. Il y a Marnie, qui est sa collègue. Il y a Layla, qui est sa femme, qu'on voit brièvement. Et Saunders et Osamu, qui est comme un des deux autres docteurs qui travaillent avec lui sur le projet. Un projet qui a commencé, on ne sait pas trop comment, là, c'était l'idée de rechercher l'immortalité, puis on a un projet de dimension. C'est très wacky et assumé en passant. Là. Si c'est un peu bizarre, c'est aussi parce que c'est voulu de la part des auteurs. Donc, un premier essai, ça fonctionne bien. On fait un deuxième, puis là, la catastrophe commence à s'engendrer, si je veux dire. Il y a une version de ce robot-là qui fusionne avec son esprit, qui vient du futur, qui a pris 200 ans avant de réapparaître dans leur laboratoire, puis là, ils les invitent lui, Max et ses collègues à le suivre dans des dimensions différentes pour essayer de détruire le laboratoire d'origine dans le temps. Et fermer les splits temporels. J'étais presque rendu là, où ils vont détruire le laboratoire avant que l'expérimentation initiale se fait pour empêcher l'arrivée en cascade de fuite à travers justement les dimensions, de fissures à travers les dimensions et le temps. Puis dans tout ça, il y a aussi une créature qui s'appelle... comment ça s'appelle déjà comme cette affaire-là qui de nihiliste, ouais. Qui est comme une genre d'entité qui, elle, veut la fin de toute chose parce que méchant. Ouais. Ce personnage-là est très peu développé. Il est très secondaire. Il n'était pas nécessaire dans l'élaboration de l'histoire. Fait que c'est ça, on a du voyage à travers des dimensions qui sont quelque peu différentes. C'est un style très 60s. Là, si vous connaissez Michael Allred, vous allez reconnaître le style. Là, on avait parlé de son Silver Surfer à l'émission. C'est vraiment c'est des belles illustrations. Puis il a tout le temps aimé les trucs wacky, un petit peu psychotronique. Puis on est là-dedans dans X-Ray Robot. Mais on va faire le tour à savoir si vous avez aimé ça. Puis après, on va plus aller dans le détail. Vas-y donc, Laurent, est-ce que tu as aimé X-Ray Robot? Les deux s'envoient la balle. Là, parce que... Ah ouais. Parce que c'était ta suggestion, d'ailleurs. Oui, ben là, tu m'as dit, je sais pas quoi faire. Puis là, j'étais comme, laisse-moi piger dans ma pile infinie. Celle-là avait l'air très alléchante. Ben écoute, moi, j'ai ça. J'aime beaucoup Michael Allred. Je trouve que c'est un super dessinateur. J'aime beaucoup son style là, qui est justement un peu pop art, très 60s, ligne claire. Des fois, il y a de la misère avec les scénarios. Mais je trouve tout le temps ça le fun. Je trouve sa vibe est le fun, même si c'est pas tout le temps excellent. Je comprends. Mais là, par contre, je trouve que c'est très court. C'est 4 numéros. C'est 133 pages au total. Ça feel comme un pitch non abouti. Là. C'est genre vraiment comme on voulait développer un pilote de série télé. Voilà le pilote. Genre, voilà sensiblement le synopsis de ce que ça serait. C'est très... Tout est garoché. C'est encore plus court que ce que je pensais parce que les 40 dernières pages, c'est du artwork. C'est du artwork, exact. Fait que t'as peut-être 112 pages au total. C'est pas grand-chose. Puis, tu sais, j'ai pas haï ça, mais j'ai trouvé ça ultimement très anecdotique. Vas-y donc, toi, Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, toi, t'as beaucoup aimé. Mais je lis pas autant de BD que vous autres, fait que peut-être que juste le fait de tu sais, je découvrais le artwork aussi de Michael Allred. Je trouvais l'histoire interdimensionnelle quand même assez intéressante. Au début, ça me faisait penser un peu à From Beyond là, de H.P. Lovecraft. C'est un scientifique qui développe une machine pour pouvoir voir les choses qui sont au-delà de nos sens, puis après lui-même devient un petit peu fou. Oui, dans du H.P. Lovecraft. Ben oui, audacieux. Puis il y a une excellente adaptation de Stuart Gordon d'ailleurs qui a été faite. Puis ça m'a fait penser à ça au début, puis à un moment donné là, c'est devenu wacky dans toutes les dimensions. Puis j'ai trouvé ça amusant, j'ai trouvé ça rapide et garoché aussi, mais ça fait en sorte que tu peux pas t'arrêter puis prendre le temps de réaliser que ça fait aucun sens. Ça va trop vite. Puis tu sais, il y a des moments où est-ce que
il y a des affaires qui sont pas logiques, mais tu sais, j'ai noté des citations parce que tantôt, Benoît, tu m'avais dit que t'aimais pas le fait que les choses n'étaient pas assez expliquées. Ben, minimalement. Là. Mais c'est ça, mais là, tu sais, là, à un moment donné, le X-Ray Robot, il dit genre, it's ironic that we're passing through so many time streams, yet I have no time to explain what needs to be done. Tu sais, il est tout le temps comme, hey, il faut se presser. Puis tu sais, il y a cette idée-là de comme, tout ça, c'est pour revenir avant la première expérience, mais il décide de revenir dans le temps après la première expérience. Tu sais, il y aurait eu un shortcut plus rapide. Mais ça, il l'a expliqué aussi, c'est que le robot n'a pas été en mesure d'aller plus loin, en fait. Puis il était même content d'arriver peut-être quelques jours après la première expérience. Puis c'est pour ça qu'il a décidé de recruter le laboratoire qui... Parce que le gars, le robot est Max, puis Max est le robot. Oui, mais c'est parce qu'à travers ses explorations spatio-temporelles, il a été capable de... Ben, il a fusionné avec le robot, de ce que je comprends. C'est son cerveau du futur. Ouais, ça aussi, là, c'est pas clair. Mais il y a aussi quelque chose d'un petit peu nébuleux dans les relations entre les personnages. Tu sais, le personnage principal, il y a une femme puis des enfants, mais quand il réussit sa première expérience, sa collègue le French. Marnie, ouais. Puis là, dans un univers parallèle. Comme dans un univers parallèle, c'est la Marnie de. Parce qu'on voit un glimpse de cet autre univers. Parce que dans l'univers parallèle, ils sont ensemble, ils ont laissé leur. Puis sa femme à lui, elle sort avec son boss. Oui, c'est ça. Ouais, c'est weird. En tout cas, tu sais, il n'y a pas cette page pour qu'il y ait des office romance en plus dans tout ça. Là. C'est vraiment bizarre. Mais tu sais, je veux dire, j'ai eu bien du fun, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça sympathique. Puis, voilà. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça dynamique. J'ai adoré le coup de crayon, les couleurs sont éclatantes. C'est Laura Allred qui signe la couleur, c'est sa femme, Michael Allred, c'est comme tout dans ses choix, tu sais, comme ses sujets de prédilection. Là. C'est cosmique, c'est wacky, c'est pulpy, c'est tout ça j'ai adoré. En fait, il y a plein de pages que j'aurais pu prendre puis mettre sur un poster sur mon mur. J'ai vraiment aimé ça, puis ça m'a aidé à passer au travers de l'histoire, mais je me suis toujours, tout le long, je me suis dit, si je prends la même histoire, la même structure, la même façon que c'est construit, et puis je mets un autre auteur qui est moins bon au niveau du trait de crayon, par exemple, est-ce que je vais être tout aussi intéressé? Puis la réalité, c'est non. Parce que, comme toi, je pense que si tu as vraiment tout mis le doigt dessus, pour moi, en tout cas, c'est pas abouti. L'idée est là, il y a une prémisse, puis je m'attendais vraiment à ce que soit il y ait des twists, soit on va dans une autre direction. Je me suis dit, la BD est très, très simple quand même. Est-ce qu'on va nous tirer le tapis sous les pieds pour nous amener dans une autre place? Puis non, c'est juste que c'est garoché parce qu'on n'a pas assez de temps pour développer les choses. Mais non, puis on n'arrête pas d'ouvrir des tiroirs puis on n'en ferme aucun. Fait en bout de ligne, j'aurais voulu plus aimer ça que j'ai aimé ça, mais je n'ai pas détesté non plus. C'est juste que j'ai pas eu l'enthousiasme, admettons, que toi t'as, ou l'enthousiasme que j'espérais en tirer en lisant la bande dessinée. C'est parce que la structure, elle marche pas dans le sens que tu as un numéro 1 de situation initiale, un numéro 2 d'élément déclencheur que le robot revient du futur. Puis là, après, tu as un genre de 2 numéros de genre il se passe des affaires wacky pendant une page de temps, tu sais, comme... Mais c'est ça fait penser à Loki, mettons, la série de Marvel. C'est vraiment la même idée de le TVA, il faut fermer des timelines puis tout, que c'est pas supposé arriver. L'idée est vraiment semblable, mais dans Loki, il y avait le temps de prendre un épisode au complet ou un demi-épisode pour faire de quoi de wacky dans une dimension qui ressemble à la nôtre, mais qui est pas pareille. T'sais. Là, t'as genre 3 cases. C'est comme... On n'est pas assez attaché pour que ça vaille la peine d'explorer des versions différentes. Je m'en fous, c'est laquelle ta femme dans le lot. Oui, c'est vrai. Je me suis dit la même chose. Puis, je suis surpris de vous entendre dire que c'était 4 numéros parce que moi, on l'a lu d'un trait puis il n'y avait pas de titre. C'est à peu près entre 22 et 30 pages par numéro. Ouais, mais c'est juste que comme je sais pas où est-ce que tu mettrais une pause pour repartir. Là, il montrait en fait c'était où est-ce qu'il y avait des cliffhangers. Comme dans le premier numéro, c'est quand le robot revient, je pense. Dans le deuxième, d'ailleurs, il y a un cliffhanger qui sert à rien parce qu'on montre un robot qui est comme il dit I'm with you. Là. C'est comme dans le deuxième cliffhanger, dans la deuxième fin du deuxième single. Puis cette affaire-là aboutit nulle part. Ce robot-là, on le revoit pas. J'ai pas compris pourquoi on l'a mis là. Tu sais, il est comme un peu semi-translucide. J'ai pas trop compris cette affaire-là. Il y a comme des gens qui le regardent. Là. J'ai aucune idée. Je sais vraiment pas c'est quoi. Au début, il y avait genre une entité qui non, c'est même pas ça. C'est le robot, c'est une variante du robot, qu'il y en a d'autres, mais c'est jamais expliqué c'est quoi puis pourquoi. Ben puis le nihiliste, il est pas vraiment expliqué non plus. C'est juste que dans leurs aventures,
Mais c'est ça aussi. Ouais, ok. Parce que plus tu y penses, moins ça fait du sens. Ils sont supposés aller fermer des timelines, mais ils vont pas fermer des timelines. Non. Ils vont explorer des timelines. Ils vont explorer des timelines. Puis après, ils reviennent. Le robot va les chercher. C'est bon, t'as été là 5 minutes. C'est bon, va-t'en. C'est juste ça. C'est que le robot, il les envoie dans des timelines différentes, puis ils avertit. Le robot de cette dimension-là est programmé pour aller vous retrouver. Ouais. Parce qu'il y a un infini nombre de dimensions et de robots. Mais après, je comprends pas à quoi ça sert d'aller visiter ces timelines-là. Ultimement, ce qu'ils veulent détruire, c'est le labo avant que la première expérience ait lieu. Mais pourquoi ils les envoient dans les autres dimensions? Mais il faut comme qu'ils aient fermé les autres dimensions. Mais comment tu fermes? Il doit y avoir une infinité d'autres dimensions. Déjà, moi, je dois dire, là, dans vie, dès qu'il y a une histoire qui concerne un voyage temporel, généralement, je suis fourré. Ah ouais. Il n'y a pas une histoire de voyage temporel où je suis pas comme ouais, ça marche pas vraiment. Même Back to the Future. Mais sûrement même Back to the Future. C'est vrai, pas tant, peut-être. Mais bref. Même T2. Surtout T2. Mais tu sais, bref, là, non seulement je suis facilement mêlé quand c'est ça, là, c'est parce qu'il nous explique rien du tout. Il fait juste. En fait, il nous dit constamment, j'ai pas le temps de vous expliquer. Fait qu'on est juste posé à être comme les personnages, juste jugés de la bonne foi de ce robot-là qui pourrait être animé d'intention lui-même. Je m'attendais à ça. Ben, je m'attendais un peu à ça aussi, dans le sens que c'est, je veux dire... Nihilist, c'est tellement... C'est louche de rusher des affaires de même. Surtout si tu peux voyager dans le temps, ça veut dire que tu as tout le temps de battre. Il dit d'ailleurs que c'est ironique, ça, il souligne. Là, mais pour moi, rendu là, la science est très Doctor Who-esque. Il n'y a pas besoin. Ça fait pas de sens. Là. Nihilist, c'est tellement un personnage unidimensionnel, puis pas vraiment développé. Je m'attendais à un twist genre c'est Max finalement. C'est son autre côté dans 5000 ans. Non, c'est juste un gros monstre qui apparaît des fois. Monstre vert, il est jamais, rouge, mais il n'y a jamais un réel danger non plus. Ben, il était peur, il est freaky. Moi, il arrange des membres d'un personnage à un moment donné. Oui, c'est vrai. Puis, comme si c'était un insecte. Un insecte. Puis, tu sais, c'est drôle à quel point ça, de toute façon, n'a pas vraiment d'incidence. Non. Non, mais c'est ça, rien n'a vraiment d'incidence. C'est ça. Mais il y a de la misère, ce que j'ai remarqué, en fait, dans cet album-là. Je sais pas si c'est le cas dans les autres trucs sur lesquels Michael Red a travaillé, mais il y a beaucoup de misère avec l'utilisation des ellipses. Ces ellipses sont pas claires. Et ce qui s'y passe est pas clair quand on en rentre puis on en ressort. De l'autre côté de l'ellipse, on est comme... C'est ce temps-là qui est passé. OK, qu'est-ce qui est arrivé? C'est là où ça en rajoute beaucoup à la confusion d'une série qui est déjà très basée sur des bases qui sont pas super solides. Là. Ouais. En tout cas, j'aurais aimé ça. Mais en bout de ligne, j'étais un peu fâché, un peu frustré par ma lecture. Je n'ai pas trouvé que c'était très maîtrisé. Moi, j'ai trouvé ça joli. Oui. Ouais. Avez-vous mis des lunettes 3D pour regarder le artwork? T'as essayé? J'en ai pas chez nous. Ah, ok, Parce qu'on fait ça à la fin dans les pages couvertures. Je sais pas, j'ai rangé où, j'ai pas pris le temps. Ben, sont dans ton boîtier de Friday the 13th Part 3, comme il se doit. Où est-ce que vous les mettez? Comment t'écoutes Friday the 13th Part 3? C'est 3. Je l'ai jamais vu, c'est pas pour rien. Ouais. Parce qu'il fait comme des pages couvertures en 3D, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, il y a différents effets. Là. Il y en a que c'est du 3D comme pour les lunettes 3D actives, ça marchait pas pour moi, mais les trucs de 2 couleurs, c'était cool. OK. Ouais. Mais tu sais, c'est cool, ça donne toujours... tu perds les couleurs un peu, mais ça donne... Oui, parce qu'ils sont baignés de rouge et de bleu, ultimement. Ouais. Puis tu sais, il en fait quand même beaucoup, comme tu l'as dit, il y a comme plusieurs pages à la fin. 40 pages à la fin. Pour moi, ce projet-là, c'est juste un projet de love. Tu sais, c'est qu'il faisait ça pour lui. Mais j'imagine que les 40 pages, c'est peut-être bonus pour quand t'achètes l'omnibus, la version collectée. Là. Oui, c'est pas ça devait pas être dans les numéros initiaux. Mais... Non, je pense pas. Ben, il était connecté au dernier, fait que je pense que oui. Il y a peut-être bien du variant. Ça se peut. Dans tous les cas, je veux dire, il n'y avait pas besoin de faire ça, fait que clairement, il faisait ça pour lui, puis quelqu'un l'a laissé faire, fait que... C'est un trip, je pense, de... Puis je sais pas si ça a rapport, mais je veux pas mêler la vie personnelle de quelqu'un à nécessairement son nom, mais Michael Red était aussi mormon, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de la religion mormone qui transparaissent à travers cette espèce de quête-là, à travers les dimensions, puis l'être suprême. Fait que quand je le lisais, j'arrêtais pas de voir cette deuxième connotation-là. Je savais pas ouais, ça a l'air on dirait que ça fit pas. Ben là, je veux pas dire de niaiserie, là, tu me fais douter, mais en tout cas, j'ai toujours cru qu'il était mormon. J'ai jamais cherché. Ouais, ben moi non plus, là, j'ai pas googlé non plus la religion de... Tous les auteurs de Godard. Quelle est la religion? Dieu n'existe pas. Seul le cinéma. C'est le cinéma. Tout est fait.
Toutes tes futilités sur le cinéma. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai là, que quand tu réfléchis à ça, ça fit là-dedans. C'est la multiplication des univers parallèles avec un être qui est comme le centre central de tout, qui donne vie à tout ça. Dans la religion mormone, si vous faites certains trucs, vous pouvez avoir votre propre planète, je pense, à un moment donné. Votre propre... c'est très cosmico. C'est intéressant. Oui, c'est super intéressant. On essaye tout ça, être mormon? Non. J'ai déjà eu une collègue mormone. J'en ai connu des mormons oui, aussi. Ils sont toujours très gentils. L'épisode de South Park où justement Stan rencontre ses amis mormons, c'était excellent. C'est vraiment quelque chose qui est pro... pas religion, mais pro choix de... Oui. Mais puis ça a été la base de la comédie musicale The Book of Mormon aussi. Savoir, puis c'est vraiment cool. Moi, je l'ai vu 2 fois. Puis à chaque fois, il y a des représentants des LDS là, qui sont là. Puis ils donnent des pamphlets et tout ça. Puis c'est fait tout en... comment dire... c'est fait sans insulter les Mormons. Puis c'est fait de bon cœur. C'est le fun. Est-ce qu'on recommande? Est-ce que, attends, tu trouves-tu que tu l'as... Tu sais, je veux dire, si toi tu l'as aimé, je l'ai peut-être surcoté au début. Non, je veux pas que tu... Non, mais c'est ça, je veux pas que tu aies l'impression que tu l'as surcoté. Si toi tu l'as aimé, c'est ça qu'on... Tu sais, je veux dire, c'est parce que je lis pas énormément de BD. Ouais. Puis c'est pas long lire une BD. Puis j'ai trouvé ça... Ben oui, mais tu sais, je veux dire, celle-là, ça m'a pris une demi-heure, 45 minutes. J'ai trouvé ça sympathique. Puis tu sais, c'était pas lourd. C'était très léger. C'était le fun. Puis tu sais, c'est rien de mémorable. Mais tu sais, si vous êtes fan de Michael Red ou de ce style-là, empêchez-vous pas de le lire parce que moi, je trouve que c'est un bon moment. Là. D'ailleurs, court caméo avec Mad Men dans la série. Oui, blanc, sur la montagne de poubelles, il y a comme une caisse de Mad Men. Oui, il y en a une là, mais à un moment donné, il croise un super-héros. Le personnage de Max rentre comme dans une maison. C'est comme une maison, je sais pas, qui doit faire référence à quelque chose dans Mad Men, mais il y a une conversation avec lui. Puis là, il est aspiré dans une autre dimension. Il dit « Hey, attends, Mad Men, attends, qu'est-ce qui se passe? Ne va-t'en pas. » Fait que je sais pas si ça a l'air que ça fait partie du canon de Mad Men. Hey, je viens de remettre le doigt dessus, mais on a déjà vu une scène de même dans... Oh mon Dieu. Je sais plus le titre, mais on avait lu une BD au show que c'était comme un gars qui avait un pouvoir puis qui rendait les BD genre vrai, genre les super-héros puis tout, mais tu sais, c'était en dehors des Big Two, fait que c'était comme tous les ersatz de... C'est crossover de Image Comics. Exact. Dans Crossover, il y a aussi une scène exactement pareille où il tombe sur Madman, puis il est comme, qu'est-ce qui se passe, genre? J'étais comme, tout ceci, mais j'étais comme, j'ai une scène, un air de déjà-vu, mais j'étais Est-ce que c'était le même personnage? Non. Qui rencontre Madman? Non. Non, c'était vraiment... C'était pas le Madman, lui, robot, est constamment en train de rencontrer des personnages. Tout le temps en train de faire « il y a d'affaires de bizarre, ça. » Je connais pas du tout Madman. Moi non plus, pas beaucoup. C'est quoi son deal? C'est un personnage qui a été rapiécé, style un Frankenstein. Ouais. C'est un genre de Frankenstein, mais c'est ça qui est weird. Un peu comme dans X-Files I Want to Believe. Exactement. Mais tu sais, comme j'en ai lu un peu des Madman, il y en a eu beaucoup. Les années 90, c'était gros, là. Mais c'est vraiment un drôle de livre, là, dans le sens que c'est très campy pop. Là. Il y a des monstres, puis des savants fous, puis tout, mais en même temps, c'est vraiment comme un... Tragique, des fois. Non, c'est genre hangout. C'est un peu comme dans le livre qu'on vient de lire, c'est comme, on dirait que rien vraiment grave, genre. Tout le monde chill. Tout le monde chill, puis même lui, c'est genre, tu sais, comme, tu penses que tu lis un livre de super-héros, mais il est comment, tu sais, comme, le but, c'est vraiment de trouver qui il est vraiment, étant donné que c'est comme un genre de Frankenstein puis qu'il n'y a pas de souvenirs, puis il est à la recherche de sa propre identité, genre. Fait que c'est un peu comme... c'est un peu off, tu sais. Puis il fait partie de la vague des films, des BD des 90s qui ont vraiment pogné, qui étaient indie. Il y avait comme ce courant-là, tu sais, qui existe encore, là, mais dans les années 90, je sais pas ce qu'il y avait, mais c'était très... C'était très animé. Les gens étaient tannés des clones de Spider-Man. Probablement. Il y avait beaucoup de clones. D'ailleurs, j'ai vu que Yannick Belzil sur Instagram a commencé, Yannick Belzil des Voyeurs de Vue, commençait à lire la clone saga de Spider-Man au complet. Il avait parlé de ça la semaine passée quand il est venu parler de Brand New Day qui allait se lancer là-dedans. Puis il a commencé. Fait que on va perdre Yannick pour au moins 3 ans. Oui, bonne chance à garder ton esprit. Il paraît qu'à la fin, tu rencontres une horreur que tu n'es pas capable de décrire, comme dans H.P. Lovecraft. Fait qu'on recommande, toi, Laurent? Moi, je recommande si vous êtes des complétistes de Michael Red, parce que il deliver encore là-dessus. Oui, mais
Autrement, non. Il y a du meilleur Michael Red. Allez lire son Silver Surfer. Ouais, son Silver Surfer est vraiment pas mal cool. Je checkais rapidement sa bibliographie, puis il a écrit une BD sur David Bowie avec Neil Gaiman. Ah, j'avais même pas vu ça. Ouais, j'ai pas vu ça. Ben, j'ai vu ça, puis j'étais comme, ça peut être intéressant. Moi non plus. Je l'avais pas lu. Okay. Moi non plus. Toi, tu le recommandes-tu quand même, toi, de ton côté? Ben, c'est ça. C'est un soft recommend. Il faut comprendre que je lis pas énormément de BD, puis je suis facilement impressionné. Je suis bon public. Là. Ben, même nous, tu sais, je pense, ultimement, on n'est pas... On n'est pas mauvais public, je pense. Non, mais je pense, tu sais, ça m'a pas fâché. Là. Non, on a lu pire à l'émission. Ouais, surtout, c'est léger, fait que comme... C'est ça. Sans grande conséquence. Exactement, sans grande conséquence. Fait que ouais. Un genre de... C'est ça. Moi, seulement si vous êtes amateur de son art puis vous voulez vraiment compléter votre série de Michael Red. Sinon, je vais pas y ça, mais je vais l'oublier. C'est malheureux, mais je vais l'oublier. C'est ça. Merci Antoine. Merci à toi Laurent. Merci Ben. Merci. La semaine prochaine, je sais pas encore ce que je fais. Allez voir, d'ailleurs, il y a notre ami Gauthier qui vient de sortir son livre. Là, je pointe vers toi Laurent parce que derrière toi, il fait partie de la pile des choses que j'ai à lire. 10-30, le roman qui vient de sortir de notre ami Gauthier Langevin aux éditions à lire. C'est quand même c'est un big. Truc post-apo qui se passe au 10-30. Ouais, ça? Qui devient comme un genre de centre de réfugiés américains. Puis là, il y a toute une société aussi très futuriste là-dedans. J'ai commencé à lire, mais la première séquence m'a beaucoup fait penser à une séquence dans Dune. Oh! Puis on sait que Gauthier est un amateur de Dune. Ben je me suis dit peut-être qu'il y a un petit peu d'inspiration là. Éventuellement, je vais recevoir Gauthier pour en parler justement. Parce que c'est tout ça. C'est comme... Puis il y a Pupille aussi qui s'en vient aussi de chez Franc-Froid là, qui s'est pas encore sorti. Excusez-moi, mes dates sont toutes sorties, mêlées dans ma tête. Sorti, là. Arrive, ça s'en vient. Septembre, je pense. L'autre en arrière, celui de Olivier Carpentier. Oui. Quoi le titre? Écoute, j'en ai plein. La bande à Charlot. Bon, ça c'est disponible, je crois. Oui, sorti la semaine passée. Pour les plus jeunes, mais quand même aussi intéressant pour les adultes. C'est le lancement officiel, en fait, mercredi, dans 2 jours, au Atomic Café sur Ontario. Oui, ici à Montréal, bien sûr. Ouais. Fait qu'allez jeter un coup d'œil au projet de nos amis. Vraiment intéressant. Ils ont du talent. Sinon, encore une fois, je donne rendez-vous le 30. C'est le dimanche. C'est gratuit. On fait ça au Fun Hub à Montréal. À partir de 13h, la diffusion de AEW All-In. Pas besoin de connaître la lutte. Puis ça va être une belle gang. La mésamine, c'est au-dessus en rentrant. Au-dessus du bar. En tout cas, si vous entendez gueuler Dan, vous allez suivre le bruit. Puis on va se retrouver là pour l'occasion. Sinon, merci à vous autres. Allez faire un tour sur notre Patreon. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Bye.